Le cinéma égyptien, je n'y connais rien. Pour moi, c'est genre quelques pyramides, beaucoup de moustaches et OSS 117, le carnet d'espions. Moi, j'ai quand même vu quelques films de catcheurs masqués mexicains contre Frankenstein, Dracula. Attends, pourquoi j'ai pas cette culture-là, moi? Qu'est-ce que je Tu t'es fais? trompé de culture, meuf. Mais ouais. Elle descend en chemise de nuit transparente. Bon, il y a un sous-entendu, donc j'avais un peu envie qu'en fait il aille au bout de sa démarche. T'aurais aimé que ça ken entre. Bah oui, en vrai, Là, oui. L'affiche du film, je veux dire, c'est un homme poisson qui chope une voilà. meuf en moitié à poil. Donc... Ça se veut un peu un début de comédie romantique au début, puis d'un coup quête. Bon, parce qu'il meurt, mais. Où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Perchman? La Perche est dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. L'épisode d'aujourd'hui est celui des grands écarts. À un bout du spectre, la femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat, librement inspirée de Liliane Bettencourt, et à l'autre bout, Kika de Alexei Poukine, tellement fauchée qu'elle se retrouve contrainte de vendre ses petites culottes. D'un côté, les ailes de la République de Tarek Saleh, où la star la plus adulée d'Égypte doit pour un rôle se mettre dans la peau du président Sisi, et de l'autre, un savant fou qui, lui, coud des peaux pour en créer une nouvelle. C'est l'adaptation de Frankenstein par Guillermo del Toro. Dans la logique de ce programme hybride, on se demandera en focus du jour si on a encore peur des monstres, en se penchant sur tous ceux qu'on appelle le Universal Monsters, Frankenstein bien sûr, mais aussi Dracula, la momie, l'homme invisible et plein d'autres. Et puisqu'aujourd'hui on s'amuse à conjuguer les contraires, en carte blanche, Charlie s'attaquera à Nowhere de Greg Araki en se demandant pourquoi les plus mauvais films sont aussi et souvent les meilleurs. Silence, moteur, la perche est dans le cadre, mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et du coup, cette semaine, je suis avec Yuri, qui réalise aussi techniquement l'émission, avec Laurent, avec Manon, avec Charlie et avec Valentin. Vous avez passé une bonne semaine? Bof, hein? Oui, ça va. Ça va. On est vivant, c'est déjà un bon début, tu vois. Une bonne semaine de cinéma ou une bonne semaine tout Une bonne court? semaine de cinéma, Manon. On est dans une émission de cinéma. Moi, j'ai l'impression que t'as passé une très bonne soirée hier, Ouais. Manon. Oui, allez. Eh ben, dis donc, c'est très emballant pour commencer cette émission. Comme elle va être assez longue, puisqu'on parle quand même de 4 films et qu'on a un débat, je vous propose qu'on fasse juste le box-office de la semaine et puis on répondra la semaine prochaine à nos auditeurs. Bon, là, c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi? Et alors Yuri, est-ce que c'est une bonne semaine de cinéma côté box-office? Bah non, parce que c'est la fin des vacances et donc les gens sont un peu moins allés au cinéma. Enfin, ils vont pas vraiment au cinéma depuis septembre, hein, c'est un peu la merde. Ils sont allés voir en tout cas en priorité le film de Jérôme Commandeur, T'as pas changé, qui fait 360 étonnamment. Oui, bah qui fait 363 000 entrées sur sa première semaine, ce qui en fait est un peu dans la moyenne des comédies françaises qui ont du mal à trouver en tout cas le public qui allait Gros casting quand même pour ça. Oui, non mais enfin il y a Laurent Lafitte toujours, mais il y a un vrai sujet autour on va dire de la fréquentation en salle des comédies françaises qui était avant un peu les films locomotives qui drainaient quasiment systématiquement des millions d'entrées, quel que soit le sujet, quel que soit, on va dire, le réalisateur. Là, ça devient de plus en plus compliqué, et puis les films, on va dire, comiques dépassent le million beaucoup plus sur la longueur, notamment le film avec Didier Bourdon et Christian Clavier là récemment. C'était Christian Clavier, je ne sais plus, bref. Pas du tout, tu parles du film avec Didier Bourdon et Elsa Zilberstein, pardon, c'est déjà demain, qui est un peu sur le même. Christian Oui. Clavier et Elsa Zilberstein. Il y en a un qui est vachement plus On la talentueux que l'autre. respecte Sans vouloir, Non, voilà, moi aussi j'ai passé une très bonne semaine. Donc non, mais c'est intéressant de voir qu'en fait les films ont vraiment du mal à trouver leur public, en tout cas qui c'est moins une valeur sûre en termes d'entrée, alors qu'ils sont toujours assez bien dotés, on va dire, en termes de budget. C'est aussi le cas pour Kaamelott, deuxième volet, qui alors qu'il est en 3e semaine n'a toujours pas dépassé le million d'entrées, alors qu'il est donc il est en 6e place du box-office. Il a fait 146 000 entrées pour sa 3e semaine, avec une chute qui est toujours assez importante, on va dire, entre chaque semaine. Donc en fait le bouche à oreille n'est pas bon, les fans hardcore n'y vont pas, ou alors ils y sont déjà allés et ça les a saoulés. Et donc il y a un vrai sujet aussi autour de ça. En tout cas, l'inconnu de la Grande Arche, lui, démarre plutôt bien à 114 000 entrées pour sa première semaine, pour un film plus quand même assez orienté auteur sur un obscur architecte danois. C'est plutôt cool. On en a parlé la semaine dernière et on a fait un focus autour de l'architecture au Et cinéma. l'autre film qui fait une très belle performance, alors c'est que 34 000 entrées pour sa première semaine, c'est Deux procureurs de Sergei Loznitsa, mais qui n'est diffusé que dans 97 salles, donc c'est une très très petite distribution. Mais en tout cas, encouragé à aller le voir. Mais qui du coup trouve un public en tout cas assez fidèle. Le film qui lui par contre fait un peu une contre-performance, c'est Les Braises de Thomas Krutoff avec Virginie Fira et Hervé Vortalter. Le film
sur les gilets quoi. jaunes. Je veux dire, qui Et en fait, voilà, c'est un peu un film dont, en tout cas, quand on a vu la bande-annonce, on se dit, tiens, c'est quand même un projet un peu étrange, en tout cas qui portait tout un tas de stigmates du cinéma français pseudo-social qui veut s'intéresser à un sujet tout en envoyant des acteurs qui sont pas du tout connotés, on va dire, authentiques sur ce sujet. Dans un projet, d'accord. Bah, moi, je le trouvais un peu... Je voulais dire, je trouve pas le projet particulièrement surprenant. Non, mais il est pas. Tu sentais que c'était pas. Moi, en tout cas, quand j'ai vu la bande-annonce et quand tu lis tout ce qui est autour du film, malgré les deux comédiens principaux qui sont vraiment des très très bons comédiens et qu'on adore par ailleurs, dans ce projet-là, tu dis c'est un peu un miscast. Enfin, tu sens pas du tout la sincérité du projet. Tu sens un peu le film qui a été monté en disant tiens, faudrait qu'on en parle, mais on sait pas trop comment. Et tu sens un peu tous les poncifs du ah là là, lui il perd son usine, elle les machins. Enfin, donc il y a un truc que je sais pas. Est-ce que ça explique la contre-performance du film ou pas? En tout cas, moi, c'est personnellement ce que j'y vois. Voilà. Et bah, très bien, si c'est ce que tu y vois. J'ai une boule de cristal dans laquelle je vois des trucs du box-office. Tu vois, je suis. Et est-ce que tu vois ce que je vais faire juste maintenant? Non. Bah, t'es quand même un peu mauvais. Je vais lancer le premier débat. Oui, ça par contre, oui. Tu vois, les ailes de la République. Je suis un escroc de ouf. مدام سوزان استاذ جورج فهمي هاي انت طالعه ممثله زي بابا. قصدي ده مش بابا، احنا بس اصحاب. وندرفول. عندنا عرض من المتحد عايزينك تعمل دور النمبر 1. انا ما بشتغلش مع الاجازه دي ناس ما حدش ينفع. Et en plus, je vais te donner la parole en premier sur le film. Donc, Les ailes de la République, c'est l'histoire de l'acteur le plus adulé d'Égypte qui est contraint par les autorités égyptiennes d'incarner le président Sissi dans un film à la gloire du leader. Il se retrouve ainsi plongé dans le cercle étroit du pouvoir où, comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il va entamer une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Yuri, on en avait déjà parlé au moment de Cannes, donc oui. on l'avait plutôt recommandé. On en reparle une deuxième fois. Oui, alors moi, c'est Tariq Saleh, c'est un cinéaste, en tout cas sur ses 3 derniers films que j'aime. Dont tu peux peut-être rappeler les titres. Hein. Voilà, la Conspiration du Caire, le premier. Ensuite, il y avait le Caire confidentiel qui était... Non, pardon. Le Caire confidentiel qui arrivait en premier. Ensuite, la Conspiration du Caire qui arrivait en deuxième. Et ensuite, Les Aigles de la République qui forment ce qu'il dit lui-même, sa trilogie égyptienne. Donc Tariq Saleh, c'est un cinéaste d'origine égyptienne, mais... suédois. Qui en fait a fait des films très étranges dans sa carrière. Si on regarde sa filmographie, il a fait des actionnaires pour Amazon. Enfin, il a vraiment fait des trucs qui sont pas du tout on va dire dans la veine auteur cannoise dans laquelle nous on le connaît plus en France. Moi, c'est un film que en fait, j'ai un faible pour Fares Fares dans le sens où je trouve que c'est un acteur exceptionnel et que quand il est à l'écran, c'est bien, voilà. Donc il y a une espèce de comment dire pour moi de barrière à l'entrée très basse sur ce film, qui est que je trouve que c'est vraiment un comédien fascinant et qui déjà était génial dans La Conspiration du Caire, dans le rôle de ce commissaire complètement, enfin qui ressemblait d'ailleurs un peu à Gary Oldman dans Slow Horses, un peu semi-alcoolique avec des cheveux sales et une grosse barbe, et en même temps voilà, je trouve que c'est un personnage extrêmement fascinant qui arrive à manier le burlesque, le tragique, tout ça un peu en même temps, et il le fait aussi dans Les Aigles de la République. Je trouve que dans ce rôle de comédien, en plus il joue un des rôles les plus difficiles à jouer. C'est un mauvais comédien, enfin c'est-à-dire que il joue un mec qui est pas très bon mais qui est un peu populaire, qui veut jamais vraiment s'engager et qui un peu contre son gré va se faire embarquer dans des circonstances qui le dépassent et qui vont le pousser à devoir un peu en tout cas sortir de sa zone de confort, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi c'est un film qui m'a pas mal intéressé sur son sujet, qui m'a aussi beaucoup surpris parce que j'aime bien le côté thriller politique que le film déploie. J'aime peut-être un peu moins l'aspect satirico-comique qui pour moi tape un peu trop à côté, ou en tout cas qui pour moi est un petit peu trop grossier, mais je trouve qu'en tout cas sur l'aspect thriller d'un personnage pris dans un engrenage qui le dépasse et qui se fait entraîner petit à petit là-dedans pour une fin que je trouve moi assez surprenante et cool, dans une dernière séquence qui en tout cas m'avait un peu laissé sur mon siège à Cannes. Je recommande plutôt le film parce que je trouve qu'il allie bien le côté divertissant d'un thriller et d'une enquête et de ce truc un peu Hitchcockien d'un mec pris dans un engrenage qui le dépasse, et en même temps un contexte politique que je crois Tariq Saleh maîtrise quand même plutôt pas mal. Laurent, est-ce que tu rejoins Yuri sur Les Aigles de la République ou t'es un peu plus dur? Non, moi j'ai un peu le même souvenir parce que je l'ai vu à Cannes, je l'ai pas revu du coup depuis. Il y a que Charlie qui a été le voir aujourd'hui. Et j'ai un peu le même constat que Yuri. Je trouve que c'est vraiment un film intéressant dans ce qu'il raconte justement de ces mécaniques d'engrenage et de l'impossibilité malgré de faire tout ce que tu peux
l'impossibilité d'échapper à son destin dans une dictature. Et en gros, comment le totalitarisme en fait prend tout et peut venir te chercher même si t'as rien demandé. Il y a un truc un peu assez malin en fait et assez bien fait là-dessus. Moi je pense qu'il est assez bien vu et par ailleurs très juste sur le fait que tu veux pas trop t'y soumettre, mais le mec est contraintes parce que en fait lui au début qu'on te laisse tranquille ça va, mais dès que ça devient trop lui, sérieux. Au début c'est un acteur populaire qui accepte, qui joue dans des trucs globalement parce qu'il aime bien la fame, l'argent et les gonzesses quoi. Enfin on va faire court mais c'est à peu près ça l'idée. Et puis il se retrouve en fait embarqué un peu malgré lui et sans sa volonté dans justement ce rapprochement vis-à-vis des gens au pouvoir et il est emmerdé parce qu'il peut pas dire non mais en même temps il a pas tellement envie de dire non parce que ça lui offre aussi des avantages. Enfin il y a tout cet enjeu en fait autour de jusqu'où t'es prêt à avoir des avantages, jusqu'où t'es prêt à te vendre et tout. Et ça je trouve ça vraiment très bien fait, très malin. Et évidemment incroyablement bien porté par Fares qui est, comme tu l'as dit, un acteur extraordinaire. Donc de ce point de vue là je trouve le film vraiment bien, d'autant que toute la fin je la trouve hardcore, hyper dure et que ça parle, je vais essayer de pas trop spoiler parce que c'est bon, c'est un peu voilà, mais ça parle de l'histoire récente de l'Égypte d'une manière que je n'avais pas imaginée en fait. Et donc ça m'a pris un peu par surprise justement sur toute cette fin. Est-ce que tu t'attends pas à ce que ça aille là? Non, en fait ça voilà, tu t'attends pas à ce qu'il se passe ça et du coup ça te ramène mais oui en fait il s'est passé ça, mais donc du coup voilà, et je trouve que c'est cool et bien fait. Maintenant c'est vrai que dans mes souvenirs, après je l'ai vu à Cannes, alors c'est toujours des conditions un peu particulières. Des souvenirs un peu flous, tu veux dire? Non, mais c'est toujours des conditions un peu particulières parce qu'on voit beaucoup de films, moi personnellement beaucoup que je trouve mauvais, donc du coup quand il y en a un ou deux qui surnagent, je suis content. Mais c'est vrai que c'est peut-être que le défaut que j'aurais pu trouver, c'est que en effet c'est un film qui est assez lent, qui est pas. Mais comme d'habitude chez lui, La Conspiration du Caire, c'est un film qui a. C'est des films qui est assez lent, c'est un film un peu d'atmosphère. Des films assez longs aussi, plus de 2 heures. Et il faut aimer ça. Moi je trouve que ça marche. Parce que je trouve que ce qu'on raconte et que la manière dont c'est fait est vraiment cool et vaut le coup. Donc voilà, c'est un bon point d'orgue à cette trilogie. Quoi, je le fais un peu pour te faire chier, mais sur le pitch, j'ai envie de le rapprocher de Oui, de Nadav Lapid que tu as tant aimé. Est-ce que c'est une version réussie de Oui? Est-ce que c'est une version réussie de Oui? En tout cas, c'est beaucoup moins putassier et c'est beaucoup plus intelligent. Enfin bon, même si Oui il y a des trucs pas complètement débiles dedans, mais je veux dire c'est clairement, enfin ça se la pète vachement moins, c'est beaucoup moins prétentieux, c'est beaucoup moins sur lui-même, oui, enfin dans l'absolu ça raconte un petit peu la même chose. Ah ouais, c'est pour ça que je fais le rapprochement, mais je fais ça pour t'embêter parce que je sais que tu détestes Nadav Lapid. Mais disons que je trouve quand même qu'il y a globalement, c'est ce que Nadav Lapid essaye un peu de raconter, mais c'est tellement beaucoup plus bourrin et c'est tellement beaucoup plus bidon parce que c'est moins frontal. Là, il y a une, enfin, je veux dire, parce que le fait que Israël, c'est avec beaucoup de défauts, avec beaucoup de discussions, ça reste une démocratie globalement, et donc s'il a pas envie de faire certains trucs, on peut ne pas trop le faire chier. Enfin, je veux dire, c'est pas la même chose que là où globalement en fait on menace très clairement ses enfants. Enfin, on est dans un truc, un engrenage qui est beaucoup plus violent et avec une réalité qui est beaucoup plus cruelle. Donc dans l'absolu, il y a un côté beaucoup moins hypocrite que dans Oui, où au contraire le mec il est très content d'émarger au SNC israélien quoi. Donc voilà, bon c'est. Charlie, t'as été un peu moins emballé que tes deux comparses par ces aigles de la République? Ouais, alors je voudrais mettre un petit disclaimer d'abord. Moi, le cinéma égyptien, je n'y connais rien. C'est-à-dire moi que non plus, vraiment, t'inquiète. l'Égypte, pour moi, c'est genre quelques pyramides, beaucoup de moustaches et OSS 117, le carnet d'espion. Vraiment, genre, c'est ça. Non, mais au moins, t'assumes, c'est cool. Et cette émission va être cancel, et encore une fois, pas à cause de Laurent. C'est vrai qu'il y aura un petit montage à faire entre Israël est une démocratie. La séquence ne rend pas justice, peut-être. Découper vraiment le passage où je dis avec beaucoup de défauts et avec beaucoup de discussions. Ouais, juste y aller sur. Et Charlie sur les pyramides, donc d'accord. Après, niveau acting, il n'y a rien à dire. Il y a des acteurs, c'est des tueurs dedans. Vraiment, notamment, je pense aux gars qui le surveillent. Il y a des espèces de combats de regards slash moustaches qui sont absolument incroyables dans ce film. Qui a un charisme. Mais c'est un truc de fou. Même Lina Koudry est pas mal. Même Lina Koudry est pas mal, ce qui arrive une fois tous les de temps en temps. 48 lunes. Et allez, bam, balle gratuite. Et il y a cette espèce de truc un peu désuet années 60 que moi j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est une musique un peu jazz en plus, un truc très lounge quoi. Vraiment, j'adore. Après, je trouve que
le film ne va jamais complètement au bout de la plupart des genres auxquels il touche. C'est-à-dire que moi, le côté dramatique m'a pas plus touché que ça. Le côté, tu parlais d'un très bon thriller. Moi, il n'y a pas vraiment un moment de suspense. Oui, ok, à la fin, il y a ce truc où on te prend un peu plus, mais limite j'aurais préféré que ce soit c'est pas très efficace. Je pense que je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Voilà, limite j'aurais préféré que ce soit le début et que, enfin, avoir des vraies séquences de cinéma, au moins 2 ou 3 où vraiment je suis scotché à mon siège. Moi je me suis un peu ennuyé devant ce film. Tu trouves que le film a un peu le cul entre plusieurs chaises? Oui, et même ce mec c'est censé être un peu un acteur du peuple, mais en fait c'est dit. Mais c'est jamais vraiment montré, on nous montre pas vraiment pourquoi. Il y a une petite séquence un peu drôle dans une pharmacie, mais sinon j'ai pas senti pourquoi finalement le cinéma était si important pour lui. J'ai pas senti vraiment ce tiraillement entre l'engrenage justement et la pureté qu'il a pour le cinéma dont on nous parle, dont on nous vante les mérites dès le début. Je trouve qu'il bascule assez rapidement en fait et qu'on voit pas trop ces moments de doute. Parce que je pense qu'il a pas vraiment rapport à la pureté du cinéma ou quoi. C'est un mec qui il est là pour prendre son chèque tant qu'on le fait pas chier. Oui, et ce qui se raconte, c'est que c'est une grande vedette et qu'il a un truc qu'il aime le cinéma, mais en vrai, il a une vie un peu minable, quoi. Il y a un truc. Il a une vie minable, mais je pense. Qui est en contradiction avec ce qui se raconte. Je pense que ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'au début, il a quand même un petit peu des principes, même si c'est des principes de mec à une garçonnière. Ouais. Il est pas, tu vois, il est pas full. Vas-y, je m'en fous, tu vois. Quand il a l'occasion d'aider son voisin, il l'aide. Enfin, tu vois. Et c'est juste, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un 10%, tu vois, à tourner des petits potards en plus sur l'un ou l'autre, histoire qu'il y en ait un qui m'accroche. Et là, j'ai trouvé que, tu vois, tout était un peu 10% en dessous et que j'ai pas réussi à trouver de vraies accroches. Après, encore une fois, il y a des tas de choses sur lesquelles je suis d'accord avec vous, sur le fait que ce côté insidieux, il marche très bien, les acteurs fonctionnent très bien. Mais encore une fois, et c'est vraiment très très propre à ma sensibilité, pour être vraiment emballé par le film, il me manquait peut-être un poil d'intensité en plus sur l'un de ces aspects. Non, je suis assez d'accord avec lui là-dessus. C'est-à-dire, il y a en effet peut-être un côté de curseur qui est un tout petit peu léger pour vraiment que le film passe un cap, tu vois. Je pense pour vraiment être justement un thriller, un truc plus vénère que ça. Ça manque un poil d'efficacité, c'est peut-être le défaut. Mais j'avoue, en dehors de ça, je trouve quand même que c'est un film qui raconte des trucs intéressants, qui est bien fait. Bah, en tout cas, cette semaine, en termes de, je vais dire, divertissement / film un peu exigeant, je trouve qu'il y a quand même un bon mélange, en tout cas pour moi, qui m'a plu. En tout cas, je me dis voilà, si je devais le conseiller à quelqu'un qui est un peu peut-être réticent au film canois entre guillemets, mais qui veut quand même voir un film avec un aspect politique, je trouve que ce côté enquête, même si en effet je suis d'accord, il y a peut-être des petits boulons à resserrer, notamment je trouve qu'il y a des problèmes d'écriture sur le personnage de Lina Koudry. Enfin, il y a un truc où bon, c'est vraiment des poncifs. Bon, il a une amante, il va se taper la femme du gars et tout. Bon, bref, c'est un peu tout ça et un peu en effet un peu cousu de fil blanc, et ça c'est peut-être un peu les registres de genre qu'il investit pas assez. Ça limite, c'est le truc qui m'a moins dérangé, ce côté un peu référentiel, tu vois. Oui, mais tu vois, je trouve qu'il y a un peu un côté il y a un peu un côté archétypal qui est juste posé, et on va pas vraiment chercher le petit truc qui va en faire qui va être particulier dans ce contexte. Ce qu'il arrivait mieux à faire, je trouve, dans Le Caire confidentiel, où en fait c'était un pur film noir où il y avait un détective alcoolique qui se promenait dans les rues du Caire alors qu'il y avait la révolution autour de lui, et où il arrivait beaucoup plus à investir, on va dire, cet imaginaire-là de genre de film noir. Là, il arrive... Enfin, je pense qu'il veut un peu faire plusieurs films en même temps, mais je trouve qu'il arrive quand même à maîtriser son projet. Et pour juste en termes de proposition d'un film qui est à la fois sur une forme grand public, sur un sujet qui, en fait, je pense, qui est assez méconnu du grand public, je pense que c'est un très bon compromis. Alors, on vous encourage à découvrir Les Aigles de la République, mais en se disant que c'est peut-être pas le plus réussi de la trilogie du Caire de Tariq Saleh. Ce serait ça la conclusion ? Bah, disons que je trouve qu'il se rapproche plutôt de La Conspiration du Caire, c'est-à-dire le précédent, dans le côté plus lent, plus politique et un peu plus lent, même si en réalité Le Caire confidentiel est déjà assez lent. Le Caire confidentiel est peut-être le plus, je sais pas comment dire, le plus brut et à la fois le plus simple, et donc du coup le plus fort peut-être, je dirais, en tout cas sur les trois. Après, pour moi, ça reste quand même 3 bons films. Oui, et il y a pas grand-chose à acheter. De toute façon, on vous encourage à le découvrir et à découvrir de manière plus générale la trilogie du Caire de Tariq Saleh. On va maintenant, vous avez promis de rattraper La femme la plus riche du monde de Thierry Cliffat. C'est chose faite. Bande annonce. Vous êtes la femme la plus riche du monde. Ça vous évoque quoi ? Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux. Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Honolulu.
je veux que cette Je pense photographie. que tout est dit dans la raconte bande-annonce, mais donc Isabelle Huppert incarne Marianne Farrer, une proto-Liliane Bettencourt. C'est une femme à la tête d'une immense fortune et qui verse des sommes astronomiques à Pierre-Alain Fantin, alias Laurent Lafitte, un artiste photographe bien plus jeune qu'elle. Et la fille de Marianne, qui est interprétée par Marina Foïs, voilà un abus de faiblesse et attaque en justice pour mettre fin à ses dons. C'est vraiment la fin du film. Oui, d'accord, c'est leur histoire d'abord, Oui. et ensuite on en arrive là. Mais comme c'est aspiré de l'affaire Liliane Bettencourt, je pense que connaît l'histoire. voilà, je pense que les gens connaissent l'histoire et qu'on sait à peu près les tenants, les aboutissants, en tout cas là où ça arrive. Manon, tu as découvert donc ce film La femme la plus riche du monde et tu es fâchée. Non, je sais pas, Tu es colère. C'est pour ça que t'as pas passé une très très bonne semaine. Je trouve qu'il y a des incohérences et un peu problématiques dans le film. Déjà, commençons par ce que j'ai aimé. Je trouve que quand même ce côté petit théâtre un peu burlesque, de la cruauté, est assez divertissant. Je trouve qu'il y a quand même des dialogues assez ciselés, assez bien sentis, des répliques quand même qui sont de cette meuf complètement hors sol tellement elle est riche, c'est donc la plus riche du monde, qui sont quand même assez drôles. Le casting, moi pour le coup je l'ai trouvé réussi, en tout cas en ce qui concerne le duo Isabelle Huppert, Liliane Bettencourt et Laurent Lafitte. C'est quoi son nom dans le film? Fantin. François-Marie Bagné. François-Marie Bagné, ouais. Voilà, François-Marie Bagné, qui est vraiment, mais genre, le personnage le plus détestable. Enfin, vraiment, et Laurent Lafitte s'en donne à cœur joie dans ce. Un peu trop, peut-être. Dans ce genre-là, peut-être un petit peu trop, effectivement, mais en tout cas, ça participe bien à la détestation de ce personnage. C'est un rôle un peu écrit pour lui, non, quand même. Ouais, franchement, il est fait pour ça, il a le physique pour ça. En plus, vraiment, ce qu'ils en ont fait, c'est rude, mais je trouve ça plutôt réussi. Et j'ai l'impression que les deux, quand même, s'amusent pas mal là-dedans. Ensuite, là où moi j'ai un peu un problème avec le film, en fait, j'aurais peut-être, si vraiment il s'était concentré sur cette espèce d'amitié hyper toxique, cette fascination qu'elle a pour lui et donc les conséquences de ça, et donc les sommes astronomiques qu'il lui a soutirées. Ok, mais en fait là je trouve que du coup il aborde aussi d'autres sujets, notamment le passif genre collabo de son mari, de son père et tout. Je comprends qu'il faille le mentionner parce que c'est quand même quelque chose, tu vois. Il y a un gros paquet dans le film là-dessus, quoi. Et... Oui, mais du coup, moi, je comprends pas vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a des espèces de sorties de route où il comprend pas trop l'angle qu'il veut. Enfin, l'histoire. Parce qu'après, il revient au truc de. Voilà. En fait, il est sur de l'argent. Donc, on a passé 5 minutes sur Vichy, puis en fait, il est sur de l'argent. Et en fait, c'est à la fois trop développé et pas assez. Enfin, c'est très bizarre parce que c'est quand même un gros morceau dans l'histoire des Bettencourt. C'est posé là, mais c'est pas développé. Et du coup, on comprend plus trop vraiment qu'est-ce qu'il veut nous raconter. Et là où c'est un peu bizarre, c'est quand même cette histoire et cette amitié, elle a duré sur des années et des années. Et en fait, c'est plus elle a vieilli, plus elle a sombré, plus elle s'est décrépie, plus il a pu lui prendre de l'argent, quoi, parce qu'elle avait plus. Enfin, c'est prouvé qu'elle avait plus vraiment la pleine possession de ses moyens. Et ça, le film ne le montre pas du tout. C'est-à-dire qu'elle ne vieillit jamais. Après, c'est Isabelle Huppert. Tu rigoles parce que possession de ses moyens. Elle avait tourné la carte, Mamie Zinzin. Bah, voilà. Mais dans le film, il ne montre pas ça. Isabelle Huppert, elle ne vieillit pas. Elle ne mais lui non plus d'ailleurs. Lui non plus. Et on ne pourra jamais la faire vieillir dans un film. Mais je sais pas, du coup c'est un peu. Et du coup le film la montre pour le coup en pleine possession de ses moyens tout le temps et que en gros elle lui donne cet argent de façon totalement consentie. Et le côté pernicieux d'un abus de faiblesse n'est pas montré dans le film, alors que c'est le sujet du film. Alors que c'est le sujet du film et que c'est la vraie histoire et que le film au début dit quand même qu'il s'inspire largement de faits réels et tout et qui retranscrit pas complètement. Et je trouve que ce qu'il choisit d'occulter, c'est quand même un peu bizarre et un peu problématique dans cette histoire-là. Il y a eu un documentaire, alors c'est rare que je recommande une production Netflix, mais il y a eu un documentaire sur le sujet sur Netflix qui est super réussi, avec les écoutes qui sont absolument édifiantes. Mais qui sont beaucoup plus réalistes déjà que ce que tu entends dans le film. Et surtout, je trouve que ta comparaison, elle est pertinente parce que le film prend la forme d'un documentaire Netflix avec ces personnages qui témoignent face caméra sur un fond noir. Revenir. À quoi ça sert ? En fait, je pense qu'il veut se glisser dans le truc de en fait, moi j'ai compris que les gens ils aiment le true crime, donc en fait je vais leur donner ça. Ouais, mais alors du coup reconstitue véritablement les faits et ne fictionnalise pas des trucs en omettant certaines choses extrêmement importantes de cette histoire. Ça fait très soap en plus à des moments. Surtout le film, pour le coup, est vraiment dans une position étrange parce qu'effectivement, à la fois c'est quand même très documenté, etc. En même temps, les personnages n'ont pas leur nom. Enfin, ouais, c'est ça. Il y a un mix qui est un peu des répliques qui sont véritablement vraies que Liliane Bettencourt aurait véritablement prononcées et en même temps, voilà, ils s'arrangent de la vérité sur des trucs super importants. J'imagine que c'est peut-être enfin, ils ont probablement pas eu le droit d'utiliser les noms, mais en même temps. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Oui, mais bien sûr. Mais du coup, je trouve que ne pas avoir les noms, être dans un truc très réaliste, faire du documentaire, enfin, c'est vrai qu'il y a un mélange des genres. Il y a un problème de positionnement très bizarre. Mais là où je te rejoins là-dessus, c'est qu'il ne transcende pas ce truc par la fiction. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu se dire, tiens,
c'est la base de cette histoire. Mais je vais l'utiliser pour raconter, je sais pas moi, la déchéance d'une femme de pouvoir ou ce que l'argent fait aux gens, blablabla. En fait, un thème qui transcenderait le fait divers, alors que en fait, il reste vraiment hyper bas du front au niveau du fait divers. Eh ben, Laurent, tu vois, je suis pas complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que il y a des choses que moi, globalement, j'ai pas trouvé ça très bien. Je vais expliquer pourquoi après, mais il y a des trucs que je sauve un peu dans le film, c'est que je trouve qu'il arrive à construire une sorte de psychologie de ces personnages, à part peut-être le personnage de Liliane Bettencourt qui est à mon avis le plus raté, qui est un problème assez intéressant. C'est-à-dire que Laurent Lafitte, le personnage de François-Marie Bagné, il aime vraiment Liliane Bettencourt, il est vraiment ambigu. Sa fille, elle est vraiment ambiguë. Elle a un rapport vraiment ambigu vis-à-vis de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc, il a réussi à se sortir du manichéisme un peu, genre, bon, bah, la vieille, elle est folle, elle se fait exploiter, machin. Enfin, mais parce qu'en fait, mais moi je suis pas d'accord avec toi, mais parce que le documentaire le faisait déjà, ça. Alors, peut-être. Tu vois, les articles de presse le faisaient déjà. Peut-être, mais toujours est-il que c'est à mettre à son crédit, en tout cas, d'avoir réussi à faire ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu être dans un truc beaucoup plus la déchéance d'une femme de pouvoir, le truc comme ça. Là, au contraire, il te montre l'histoire d'une femme qui s'emmerde globalement dans sa vie et qui a envie d'une sorte de vent un peu de liberté, mais alors de liberté qui rime avec de la provocation, un peu de cours de récré et de la vulgarité des années 80, quoi. Qui est un truc. C'est jamais vraiment montré, ça. Ça t'est dit, ça t'est expliqué, mais c'était jamais filmé. Pour moi, tu vois quand même qu'elle kiffe être à côté de ce mec qui, entre gros guillemets, tu vois, genre casse les codes. Un bad boy, et qui est un peu un bad boy. Alors que justement, en fait, et lui, pour le coup, je trouve qu'il est bien parce que je trouve qu'il représente bien un peu ce côté, genre, tu vois, très homosexuel, très sûr de lui, qui en fait des caisses, qui fait des vannes un peu border, et qui, encore une fois, dans cette vulgarité très années 80, un peu lourdingue, un peu tapis, quoi. Enfin, et d'ailleurs, Laurent Lafitte qui a joué tapis. Bien sûr. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal, mais honnêtement, c'est le seul truc que je sauve parce que, en dehors de ça, c'est vrai que le film s'écarte de l'histoire réelle et que je pense qu'il aurait dû vraiment plus l'assumer et donc essayer de s'écarter véritablement de ça. Je pense qu'en effet, il choisit pas de point de vue, tu l'as dit. Pour moi, le vrai point de vue intéressant, à mon avis, dans cette histoire, ce qui aurait pu être fait dans un film, c'est le point de vue de sa fille, en fait. Complètement. Qui est interprétée par Marina Foïs. Et qui est le personnage le plus raté, parce qu'elle est complètement circonscrite, je trouve, à un truc. Alors, moi, je trouve que c'est Liliane qui est le plus raté. Moi, je suis d'accord que Marina Foïs, c'est probablement une des seules performances que je sauve dans le film. Je parle pas en termes de performance, plutôt en termes d'écriture, où elle est toujours en position de victime vis-à-vis de sa mère. Un peu, mais alors, tu vois, elle essaie de reprendre un peu le contrôle et tout. Il y a un truc intéressant à jouer autour de ça. Bon, malheureusement, c'est pas très bien fait. Non, en fait, les gros problèmes, ils sont plus simples que ça. C'est-à-dire que les dialogues, pour moi, sont catastrophiques. C'est-à-dire que c'est vraiment des mecs qui annonnent leurs répliques en essayant de dire des trucs. C'est très très littéraire. Ça se veut pseudo-intelligent. Le seul qui, pour moi, s'en sort vraiment, alors qu'il y a des moments de gêne quand même vraiment lourds, c'est Laurent Lafitte. Parce qu'il joue probablement le personnage le plus extrême et donc du coup ça passe. Tu lui pardonnes des trucs. On lui traite et puis aussi ça comment dire ça. Je pense que sa théâtralité, enfin l'habitude qu'il a de jouer au théâtre doit aider là-dedans. Mais honnêtement, il y a des moments de dialogue très très gênants. La réal va du sans intérêt au scandaleux, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des trucs. Il y a le dispositif justement du documentaire, on les voit parler face caméra, est vraiment hardcore nul. Enfin, Thierry Clifford, je pose quand même la question, parce que moi je crois que de lui j'ai vu que Tout nous sépare, le film avec Catherine Deneuve et Nekfeu que j'avais. Mais le gars, il arrive à monter des packages à chaque fois avec des castings de malades. Ma boule, hein. Je sais pas pourquoi. Et ils sont 3 au scénario parce qu'il a coécrit avec Cédric Angers et avec Jacques Fieschi. Je ne sais pas, enfin honnêtement je ne sais pas qui sont ces gens. Cédric Angers il est quand même assez renommé. Et Jacques Fieschi aussi, c'est un mec qui écrivait avec Jacques Fieschi, il écrit avec Claude Sautet fut un temps. Donc mais ouais, donc il est pas tout neuf non plus. Mais mais du coup tu vois il y a vraiment un truc genre dans les dialogues qui sont interdits. Enfin pardon, tu vois, personne ne parle comme ça. C'est pas stylé, c'est pas cool, c'est pas. Et cool dans les années 80 on a dit. Je veux dire c'est pas. Il y a 40 ans. C'est pas comment dire, c'est pas intéressant, tu vois, de faire parler des gens comme ça et de les faire exister sous ces voies-là, quoi. Enfin, il y a un truc vraiment genre un peu ridicule. Et donc du coup, ça fait un film que je trouve vraiment
un peu difficile à regarder, quoi, avec des moments vraiment scandaleux où on se long, cache. ça dure 2 heures. Ça dure 2 bonnes heures et on se cache les yeux. Comment on explique le succès ? Est-ce que c'est l'attrait de ce fait divers ? Je pense. Et le casting. C'est l'idée du projet et le cast. Mais honnêtement, c'est vraiment raté, quoi. Donc on n'encourage absolument pas les gens à aller voir La femme la plus riche du monde. Tu voulais rajouter quelque chose ? J'ai juste pas parlé sur le film encore. Mais vous trouvez qu'il a pas parlé ? Exprime-toi, Yuri. Il nous a coupé la parole. C'est vrai. Il est vraiment très colère. Très colère, parce que moi je trouve ça épouvantable. Oui, vraiment, je trouve ça voilà, je veux dire que c'est épouvantable. Non, parce que enfin, vous avez beaucoup parlé de ça, mais en termes de mise en scène, il y a quand même juste aucune valeur de plan, c'est-à-dire que c'est juste toujours des gens filmés et je trouve qu'il faudrait enseigner ce scénario sur ce qu'il ne faut pas faire au cinéma, parce que en termes de dialogue, c'est des trucs descriptifs tout le temps, c'est-à-dire que c'est des mecs qui arrivent dans une salle qui disent tiens, une bouteille de bière, et donc vraiment d'un truc où genre vraiment personne ne... Tu vois d'ailleurs aussi, parce que en problème d'écriture, il y a combien de moments où en fait elle-même Liliane, elle t'explique qu'elle est une femme d'affaires, oui, non, mais qui adore les affaires, et on le voit jamais, et moi ce que je trouve épouvantable dans le film, c'est que justement on aurait adoré voir soit une comédie de mœurs sur ce truc-là, soit un espèce de thriller vénéneux sur la prise de pouvoir d'un mec complètement toxique. Et en fait, le film n'en fait absolument jamais rien, puisqu'il filme tout de la même manière. Il filme Bettencourt, Bagné, son mari, ses enfants de la même manière. Il est toujours à la même distance d'eux. À chaque fois qu'il y a une réplique, il y a un cut pour montrer quel personnage parle. Enfin, c'est une pauvreté, je trouve, de mise en scène et de montage que moi j'ai trouvé. La réalisation est vraiment très mauvais niveau. Et il y a quand il y a des idées de mise en scène, elles sont nulles. Et moi, je ne comprends pas, en fait, je ne comprends pas par la mise en scène autrement. Parce que oui, je suis d'accord, les acteurs s'amusent, les dialogues leur donnent, on va dire, leurs intentions, mais la mise en scène ne me montre jamais ce que Bagné trouve fascinant chez Bettencourt, ce que Bettencourt trouve fascinant chez Bagné, ce que machin trouve répugnant chez l'autre. Enfin, tout ça n'est pas incarné par l'image, tout ça est juste dit par des comédiens qui, par ailleurs, en font des caisses. Moi, le seul que je sauve, pour le coup, vraiment, c'est Raphaël Personnaz, qui est d'une rigueur et je trouve d'une froideur qui est pas mal, qui est vraiment top. On voit pas si souvent d'ailleurs. Bah ouais, mais je trouve que qu'on l'a pas vu. Moi, je trouve que à chaque fois qu'il est là, je trouve qu'il quand même il rehausse le niveau du film. Et sinon, pour le reste, j'étais vraiment, mais moi, j'étais consterné. Voilà, je veux juste dire ça parce que tu dis ça parce que tu lui ressembles un petit peu, Yuri, c'est tout. Non, alors je suis quand même moins blond peroxydé que lui. Et j'aime bien le fait que Yuri, il est voulu, tu vois, genre prendre la parole pour vraiment y aller encore plus. Mais parce que pour moi, c'est vraiment. T'as passé une pire semaine que Manon. Mais parce que non, parce que j'ai vu des bons films après. Mais je trouve que en tout cas, ce dispositif-là, c'est vraiment pour moi le cancer du cinéma français, quoi. C'est vraiment genre, on a ramené plein d'acteurs hyper bankable. Eux, ils s'amusent, ils sont très contents de passer du temps ensemble sur le plateau et ça se voit, tu vois, ils sont entre eux, ils s'amusent. Et le mec, il fait juste on-off sur sa caméra et le reste, ça marche parce que le fait divers est connu. Et je trouve ça. D'auteur français lambda. Mais c'est même pas. Enfin, je trouve que il y a vraiment tout un tas de mélanges de trucs que je trouve un peu scabreux et un peu dégueux. Et donc le succès du film, bah tant mieux pour eux. C'est un distributeur indépendant, bravo à eux. Tu te rappelles combien il a fait d'entrées ? Oui, il est déjà plus de 500 000 entrées. Enfin, le film cartonne, quoi. Mais et du coup, je trouve qu'il y a un truc vraiment qui moi me dérange profondément sur à la fois le projet du film, sa mise en œuvre et a fortiori sa réception sur laquelle on n'a pas vraiment de contrôle évidemment. Mais je trouve que tout le phénomène qui du coup est fait autour de ce film, moi, me met vraiment très mal à l'aise, à la fois pour des raisons, comme tu l'as dit, morales et on va dire éthiques, et des raisons purement de cinéma. Je me demande s'il n'a pas voulu faire un peu comme le biopic sur Bernadette Chirac qui avait été fait par Léa Domenech il y a genre un an ou deux, qui était vraiment en mode burlesque, grosse comédie. C'était vraiment mieux. Oui, mais c'était pas extraordinaire, mais c'était mieux. C'était beaucoup mieux, mais moi je me demande s'il a pas voulu copier ce truc un peu de comédie de mœurs chez les riches, un peu hors sol. Parce que moi je trouve pas ça drôle, hein, par contre. Moi j'ai pas rigolé une seule fois. Moi non, j'ai pas rigolé. Là où Bernadette, je trouve ça marrant. Là, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il a voulu. Tu sens que les répliques, il les veut quand même drôles. Bon, en tout cas, on vous encourage pas à aller le voir. Et je voulais annoncer en intro, on va faire un grand écart entre donc la femme la plus riche du monde et Kika, l'héroïne du film de Alexei Poukine. On écoute la bande-annonce. J'adore cette chanson. J'ai beau me dire... David. Kika. Tu fais quoi? Je suis assistante sociale. J'ai rendez-vous avec madame, c'est ça? Allez, bonne journée, je t'aime. Rien ne t'efface. Alors peut-être que je prononce très mal le Alexei Poukine, vous l'auriez prononcé comment? Comme ça aussi, mais sans aucune documentation. Donc, oui, d'accord. Donc reprenez-moi si je le prononce mal. Donc Kika, c'est l'histoire de Kika qui, alors qu'elle est enceinte, perd brutalement l'homme qu'elle aime. Complètement fauchée, elle en vient à vendre ses petites culottes avant de tenter sa chance dans le BDSM. Valentin, t'es allé découvrir Kika aujourd'hui. Est-ce que ça t'a plu? Plutôt.
plutôt. C'est une bonne surprise. Mais alors, je trouve que là, la bande-annonce était bien conçue parce que je trouve qu'elle restitue bien l'esprit du film. Donc, ça m'avait donné envie d'aller le voir. Et donc, du coup, je suis content parce que j'ai à peu près retrouvé ce que j'avais vu dans la bande-annonce. Donc, bravo pour les gens qui ont fait cette bande-annonce. Bravo à donc Condor et les équipes d'Alex. Il y a des professionnels qui travaillent bien. Il y a des gens qui travaillent. Non, mais au-delà de ça, non, le film, je trouve, est assez admirable parce que il brasse quand même beaucoup de choses dans un temps assez réduit parce que c'est 1h40. Il arrive à la fois à te faire comprendre le début d'une histoire d'amour, une partie de cette idylle très rapidement, et puis le deuil brutalement qui apparaît, et en même temps à te faire entrer vraiment dans un milieu particulier qui est celui effectivement de la prostitution et a fortiori du BDSM, parce que les deux sont évoqués, les deux sont concomitants. Oui, je l'ai dit, alors que c'est pas dit dans le pitch officiel, mais j'ai l'impression qu'on est obligé d'en parler pour parler du film. Oui, je pense parce que en gros, parce que du coup le film se structure de quoi ? Il y a une mort. Oui, mais ça c'est dans la bande-annonce. Ah non, je parle pas de effectivement le fait qu'elle perde le père de son enfant à naître, ça c'est dans la bande-annonce. En revanche, le BDSM, c'est dans la bande-annonce, c'est sous-entendu. Si, quand même. Mais oui, mais alors ça n'apparaît pas dans le pitch officiel. Après, je crois qu'elle m'a dit des petits coups de cravache dans la bande-annonce. Oui. Mais bon, en vrai, de toute façon, peu importe, le film est pas un film à spoil, on s'en fiche un peu. Oui. Non, en fait, je trouve que le film est du coup réussi parce qu'il arrive à embrasser plein de choses, que d'un point de vue mise en scène, je trouve ça très minutieux, que d'un point de vue d'écriture surtout, il y a, et je sais que Manon n'est pas d'accord, donc ce sera intéressant, mais qu'il y a un vrai art de la coupe et de l'ellipse, c'est-à-dire qu'il y a plein de séquences où en fait on bondit d'un moment à l'autre et il s'est parfois écoulé clairement plusieurs semaines ou plusieurs mois, donc je trouve que c'est vraiment bien parce que en termes d'écriture c'est vraiment très très efficace, et ça permet vraiment d'être collé à elle en permanence et à ses affects et tout. L'actrice Manon Clavel je trouve vraiment superbe. Et alors elle, pour le coup, je crois que c'est une comédienne qu'on voit vraiment passer. Oui, moi en tout cas c'est la première fois que je la vois, je crois, et je l'ai trouvé vraiment incroyable. Après j'ai juste rapidement après on y reviendra, mais peut-être une toute petite réserve sur justement la deuxième partie du film où pour le coup elle prend en charge l'idée de faire une sorte de catalogue un peu de pratiques et de séquences qui je pense sont très signifiantes les unes par rapport aux autres, de nous expliquer ce que c'est avec le monde du BDSM, ce que les gens viennent chercher, aussi nous mettre vers une typologie de clients, etc. Je trouve que là pour le coup il y a un peu plus l'effet justement de juxtaposition de scènes qui sont moins intéressantes, enchaînées les unes aux autres. Je trouve que ça perd un peu en efficacité, c'est un peu plus didactique, un peu plus de je vous montre ce que les gens viennent chercher, en quoi ça les soigne, parce que par ailleurs on l'a pas dit, mais elle est travailleuse sociale cette fille. Donc, je l'ai dit dans la bande-annonce, ouais. On l'a entendu. Du coup, elle devient effectivement, elle fait du soin, mais autrement en fait en réalité. Et elle compare les deux, elle fait un parallèle. Exactement. Et le film un peu t'annonce ça et te dit un peu, mais regardez quand même. Donc, il choisit son camp aussi. Il est je pense très pro prostitution aussi. Et bon, admettons. Ça se passe en Belgique, donc c'est. Et ça se passe en Belgique, donc c'est légalisé, etc. Par ailleurs, je crois que la réalisatrice a fait des documentaires sur le sujet, donc elle est assez. Exactement. Elle vient du documentaire, donc. Mais enfin, tout ça pour dire que globalement, je trouve ça très bien. Effectivement, la dernière partie, je la trouve un poil plus didactique, un poil moins enlevée, mais dans l'ensemble, c'est une belle surprise. Et Manon Clavel, la comédienne, elle était notamment dans La Vérité de Coréeda. Oui, c'est ça. Elle joue la mère de Catherine Deneuve. Elle joue la mère de Catherine Deneuve. Non, mais dans la temporalité un peu, il me semble que... Dans un flashback. Waouh. Manon, toi, t'es un tout petit peu plus mitigée sur Kika. Ouais, en fait, le film que ça veut être, j'aurais adoré voir ce film en fait. Je trouve que toute la partie pour le coup, moi je trouve que la partie sur la prostitution est vraiment très bonne. J'ai beaucoup aimé la façon dont c'est abordé, même le regard de ce personnage sur ses clients. Je trouve que cette partie-là est vraiment très réussie. Ses premiers pas dans le BDSM, il y a des trucs assez drôles et en même temps je trouve qu'il y a toujours la bonne distance. Vraiment, je trouve ça très très réussi. En revanche, vu que c'est une réalisatrice qui vient du documentaire, moi j'ai un peu l'impression qu'elle a essayé de créer un écrin de fiction autour de ce noyau-là, enfin ce sujet du film, que je trouve un peu moins réussi, parce que moi justement je trouve que ce rythme des ellipses m'a un peu perdu et j'ai eu l'impression que ça brassait plein de choses. Où on s'est garé un peu, et je trouve qu'il nous manque certains trucs. Par exemple, elle retourne un peu chez ses parents et on sent qu'il y a des problèmes de relation avec ses parents, mais on comprend pas vraiment pourquoi. Enfin, moi, il m'a manqué quelques petites choses et j'ai trouvé ces ellipses des fois un peu étonnantes. Ça se veut un peu un début de comédie romantique au début, puis d'un coup cut. Bon, parce qu'il meurt, mais. C'est vraiment comme ça. C'est-à-dire que c'est difficile de continuer une comédie romantique à partir du moment où le mec est mort. Si, Ghost. Et là, il y a un film bientôt. Et il y a un film bientôt qui sort avec Jonathan Cohen qui raconte la même chose. Ah ouais, ok. Dans le rôle du fantôme, du coup. Ouais. C'est trop bien.
Mais ouais, non, moi je trouve que l'art de l'ellipse est pas tout à fait maîtrisé. Mais voilà, en tout cas la comédienne principale est vraiment très très bonne et elle nous porte bien tout ça. Et le sujet de la prostitution en lui-même, je le trouve, voilà, encore une fois, il y a un beau regard à la fois, je trouve, de la réalisatrice et de la comédienne et du personnage, et tout ça est bien fait. Et je me souviens que tu nous avais dit que ça vaudrait le coup de faire un focus prostitution, alors qu'en fait on avait déjà fait, ouais. On a déjà fait un focus sur la prostitution qu'on avait fait à l'occasion de Anora, donc on peut l'ajouter à la liste. C'est vraiment jeté dessus à la première occasion, hein, si je peux me permettre. Sur le focus prostitution, on y est allé à fond dès la première occasion. Ça dit des choses, à mon avis, plus de trucs sur nous. Que sur le film en lui-même. Bah oui, on peut l'ajouter à notre petite liste et on vous encourage à le réécouter et on vous encourage donc à aller découvrir Kika. Oui, quand même. De Alexei Poukine, et dites-moi comment il fallait prononcer ce nom. Je crois qu'elle nous suit sur Instagram. Et donc elle si pourra jamais, nous dire elle-même. Elle n'hésite pas. C'est un petit vocal, on l'insérera dans le monde. Exactement. Si j'ai mal prononcé son nom, on lui répondra la semaine prochaine dans le courrier des perchés. Si on a un jour un courrier des perchés d'un ou d'une réal qui nous écrit genre les gars, vous avez mal prononcé mon prénom, c'est un peu rigolo. Ouais, c'est un peu rigolo. Après, non, en revanche, alors c'est arrivé. Rigolo si on se fait insulter. Ouais, c'est ça. Je préfère ça que qu'ils disent vous avez pas du tout compris mon film. Mais moi, j'adorerais qu'il y ait un retour critique constructif d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Ah oui, qui nous défonce. Ah mais 100% de ouf. N'hésitez pas. N'hésite pas. Mais parce que pour le coup, écorcher un nom en direct avec la personne en face, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle. Mais toi, ça t'arrive tous les jours en fait. C'est même pas une exception. Mais bon, quand la personne est c'était horrible. Celui dont je sais prononcer le nom, c'est Guillermo del Toro. Tu es sûr de tu peux pas le redire pour je dis avec un accent. On écoute la bande-annonce. La bande-annonce de Frankenstein. My maker told his tale. And I will tell you mine. Est-ce que j'ai besoin de vous redonner le pitch de Frankenstein? Donc, c'est une adaptation par Guillermo del Toro. C'est l'histoire de Victor Frankenstein, qui est un scientifique brillant mais égocentrique et qui veut vaincre la mort en donnant vie à une créature lors d'une expérience monstrueuse. Mais la créature va bientôt menacer de mener le créateur à sa perte, Yuri. Oui, bah ça aurait également pu faire partie d'un focus qu'on a fait l'année dernière, qui était les grands films mégalos des réalisateurs qu'on avait fait à l'occasion de la sortie de Megalopolis. / les films qui ne verront jamais le jour. Oui, voilà. Là, pour le coup, il a vu le jour. Voilà, il a vu le jour. Ça fait 20 ans qu'il est dessus. Plus de 20 ans ça fait 25 ans même qu'il est dessus. C'est le livre qu'il a lu qui lui a donné envie globalement de faire du cinéma, qui lui a fait aimer les monstres. Enfin, c'est on va dire une œuvre matricielle dans la construction de Guillermo del Toro, ce cinéaste mexicain qui a fait tout un tas. Oui. Ouais, non, j'allais juste dire que dans le rôle de Victor Frankenstein, c'est Oscar Isaac, c'est Jacob Elordi qui joue la créature, et qu'on a aussi Mia Goth et Christophe Waltz dans le film. Et donc là, il a enfin les moyens financiers, industriels pour faire son film. Ça débarque sur Netflix. Grâce à Netflix, avec un gros casting et tout. Et donc en fait, ça présageait pour moi du pire, dans le sens où il y a vraiment ce truc du grand film, l'Arlésienne, enfin il fait son Frankenstein, enfin bref, c'est une espèce de truc où pour moi c'est un peu tous les voyants sont au rouge. Parce que on se dit tiens, est-ce qu'il va réussir son coup, est-ce qu'il va le rater, est-ce que ça va être le Don Quichotte de Terry Gilliam dont le fantasme était bien meilleur que le résultat, bref. Et en fait là, je suis moi plutôt convaincu par le film. Et ce pour plusieurs raisons. Non, déjà parce que Guillermo del Toro, c'est un cinéaste auquel j'ai toujours j'ai un rapport tardif avec ses films. C'est-à-dire que quand je les vois pour la première fois, j'ai toujours une espèce de premier rejet. Parce qu'il y a trop de trucs, quoi. C'est-à-dire que le mec est tellement... Sur tous quasiment. C'est-à-dire que vraiment, il y a tellement de trucs tout le temps qui se passent. C'est tellement surchargé. Enfin, tu vois, moi, les Hellboy, quand je les ai vus pour la première fois, par exemple, ça me tombait des yeux tellement il y a un truc. En fait, quand tu les revois, tu comprends qu'il y a une maîtrise technique derrière qui est juste débile. De la même manière que Nightmare Alley, la première fois que je l'ai vu, j'étais genre, c'est quand même le bordel, c'est compliqué, il se passe trop de trucs. Je l'ai revu dans sa version en noir et blanc, qui est extraordinaire. En fait, et même les films plus calmes, genre La Forme de l'eau. Mais même ça, j'ai toujours du mal à... J'ai toujours un premier, on va dire, j'adore généralement le début des films de Del Toro, et puis après je pense qu'il y a une espèce de trop plein de trucs, et en même temps parce que le mec est virtuose, c'est-à-dire qu'il a une gestion de l'espace, des mouvements de caméra qui fait à la grue, qui traverse comme ça les décors avec des figurants qui changent de place. Enfin, il y a une espèce de, on va dire, de maestria des mouvements contraires dans le cadre, moi que je trouve exceptionnel, mais qui en fait est tellement on va dire surchargé en termes de sens, en termes de petites babioles dans chaque coin de la pièce, qu'en moi je pense que
ton cerveau, il n'arrive plus à tout intégrer. Et du coup, je me garde d'avoir un jugement définitif sur Frankenstein pour cette raison-là, parce que je l'ai vu qu'une fois. Et du coup, j'ai été, moi en tout cas, plutôt convaincu par ce premier visionnage, notamment parce que je trouve qu'il arrive à restituer, on va dire, une forme de récit un peu opératique et en effet un peu grandiloquent, mais qui va avec le matériau d'origine un peu de littérature gothique, que j'ai trouvé moi assez intéressant, notamment sur sa vision de la créature, qui n'est pas du tout ce monstre fait en carton-pâte qu'on a justement dans les films Universal, dans la, on va dire, l'image d'Épinal de Frankenstein, mais un truc qui est beaucoup plus hybride, beaucoup plus troublant, beaucoup plus étrange, et à laquelle il redonne une voix, puisque en effet, dans le livre, la créature raconte son histoire, et qui n'était pas le cas des adaptations. Dans les adaptations, en général, il a du mal à parler, à s'exprimer. Oui. Or là, de nouveau, il est capable de s'exprimer. Voilà. C'est un être intelligent et doté de parole. Voilà. Et donc là, après, le film, je trouve, a plein de problèmes. Son premier problème étant son casting. Je trouve que globalement, il se plante quasiment sur toute la ligne. Oscar Isaac, il en fait des caisses. Ouais. Mia Goth, au contraire, elle est passée pour prendre un café. On lui a demandé de jouer un rôle. Il y a Jacob Elordi. Mais je sais que ça, on n'est pas d'accord, ouais. Moi, j'ai pas du tout. Enfin, en fait, voilà, moi, c'est la première fois qu'il me fait quelque chose, ce comédien. Je pense que parce qu'on m'a dit que, enfin, on a pu lire que le rôle était censé être tenu par Andrew Garfield. En fait, pendant tout le film, j'ai regretté Andrew Garfield parce que je trouve qu'il a un physique beaucoup plus bizarre, beaucoup plus étrange. Et là, d'un coup, Jacob Elordi qui en fait une espèce de... En fait, il est hyper lisse et du coup, je trouve qu'il lui manque un peu ce côté j'aime bien qu'il fasse 2 mètres. Oui, il fait 2 mètres, mais c'est tout. Le reste, le mec est bodybuildé de ouf et genre, il est hyper beau. Enfin, pour moi, il y a un problème. Mais ça, on le voit à l'écran, son physique. On n'est pas d'accord. Yuri trouve qu'on voit qu'il est beau. Moi, je suis pas trop d'accord. Mais... Même si je trouve que dans ce qu'il arrive à faire notamment, il a un œil. De quoi ? Avec des cicatrices. T'as dit quoi ? Les mecs beaux, je les aime très beaux. Moi, je le date pas, ce Frankenstein, tu vois, par exemple. Ça si c'est la base. mais du coup, il y a même ce qu'il lui fait avec un de ses yeux. Il y a un nombre de détails foisonnants que j'ai trouvé incroyable et qu'en fait, c'est d'une richesse visuelle folle. Après, vous allez sûrement revenir sur les problèmes du film, mais en tout cas, moi, ça m'a plutôt convaincu. En tout cas, voilà. Valentin, ce Frankenstein. En fait, le truc, c'est que je pense que ce film-là, je l'ai un peu fantasmé aussi. Et en fait, je suis arrivé en ayant en tête le matériau de base, en ayant en tête une certaine partie des réadaptations, en ayant en tête aussi l'imaginaire collectif autour de Frankenstein. Et je pense que c'est ce qui domine. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens n'ont pas en tête la structure du livre, n'ont pas en tête l'adaptation des années 30, mais ont plutôt en tête juste ce qu'on pense de Frankenstein. De déjà, beaucoup de gens pensent que Frankenstein, c'est la créature et pas le scientifique. Non, mais ouais. Et donc, du coup, je pense qu'en y allant avec ça et en ayant en tête aussi tout ce qu'a fait Del Toro et les angles qu'il a pu prendre par rapport à certaines questions, en fait je me suis imaginé à peu près ce film là. Je pense que si j'avais dû le pitcher, j'aurais à peu près raconté ça. Parce que par ailleurs tu as vu les autres films de Del Toro dans lesquels il fait déjà globalement tout ce qu'il fait là. Exactement, c'est ça en fait. C'est que dans l'ensemble la même place à l'étrangeté, mais en même temps il y a toujours quelque chose de très contenu dans son étrangeté, c'est-à-dire qu'il va pas au bout de son projet, je trouve parfois, et j'avais déjà eu ce problème dans certains films auparavant, où là pour le coup je trouve que typiquement le choix de Jacob Elordi, il est assez clair. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'il fait 2 mètres, c'est effectivement un personnage qui est sexualisé dès ses premières apparitions. Et donc, du coup, il y a le personnage de Mia Goth. Il y a une séquence très claire où, en fait, elle descend en chemise de nuit transparente, le voir. Bon, il y a un sous-entendu. Donc, j'avais un peu envie qu'en fait, il aille au bout de sa démarche. Et il le fait pas trop. Donc, il y a une espèce de truc un peu de pudeur, un peu candide, un peu naïf, qui, moi, me gêne un peu. J'aurais bien aimé qu'il aille un peu plus loin, qu'il soit un peu plus trash dans ses... T'aurais aimé que ça ken entre... oui, en vrai, oui. Concrètement, oui. Je suis assez d'accord. Même si c'était sous-entendu. Au moins, non, mais après, chacun ses fantasmes. La manière dont il conçoit l'histoire dans une Angleterre victorienne des années 1850, ça aurait pas été très très cohérent quand même. Mais bon, fair enough. Il a fait Crimson Peak qui était pas du tout exactement. Et du coup, j'allais parler aussi de Crimson Peak pour tout ce qui est de l'imaginaire gothique visuel qu'il y a derrière. C'est qu'effectivement, Crimson Peak, je me souviens qu'il y a 10 ans, j'avais une espèce de saisissement visuel par rapport à ça. Ça m'a vraiment fait découvrir tout un pan de la littérature aussi, parce que par miroir, ça m'a renvoyé à des récits que j'ai été lire après. En fait, moi, je me suis vraiment pris de passion, en partie grâce à ça, grâce à cette virtuosité visuelle. Or, en fait, il la réplique, c'est-à-dire qu'on est presque dans une configuration identique, il y a une sorte de château avec des grands escaliers, une tour, machin. Donc oui, il y a des trucs qui sont très très beaux, mais qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Donc en fait... J'ai pensé à notre focus sur l'architecture à tous les plans. Ouais, complètement. Il y a un vrai travail. Alors, du coup, je peux pas le blâmer d'avoir fait ce travail-là. Je peux pas le blâmer d'avoir pris les libertés qu'il a pris, parce qu'effectivement, donner 1 heure de récit entier au monstre sur 2h30. Oui, parce que le film, effectivement, la première moitié, c'est le point de vue et la voix off du chercheur, enfin de Frankenstein, qui raconte son histoire. Et la deuxième moitié, c'est la créature qui dit voilà qui raconte ma version de mon histoire, de l'histoire. Et effectivement, ça suit, c'est la suite en réalité. Et en plus, il reprend le schéma imbriqué de en fait
fait ce n'est pas eux qui entament le film, mais c'est un mec qui est parti faire la chasse à la baleine au pôle Nord. Bon bref, il reprend tout ça et donc il garde des éléments du récit, il n'en garde pas certains d'autres. Et en fait, je trouve que en fait, je m'attendais à tout ça. Donc à la fois c'est pas un mauvais film, hein, je veux dire objectivement c'est plutôt réussi. Effectivement la question de la direction d'acteur peut poser problème, mais dans l'ensemble je suis pas surpris, donc je suis un peu embêté, je suis un peu et en même temps je trouve que ce qu'il apporte en termes de poésie, notamment à la fin quand ils sont sur des espèces d'énormes étendues de glace où ils se courent après, moi je trouve qu'il y a un truc, il y a des séquences assez incroyables quand même, en termes de justement ils sont dans une espèce de purgatoire bizarre, l'un dépend de l'autre, l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Je trouve qu'il y a quand même des idées qui travaillent dans ce film qui sont assez chouettes et qui justement dans ces moments-là ils transcendent un peu ce côté un peu, on va dire, fétichiste de Frankenstein, quoi. Ouais. Non, mais en plus, il fait des choix d'adaptation qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire de créer une codépendance entre ces deux personnages-là, de créer de la tendresse ou de l'affection ou du tragique entre les deux, alors que c'est pas présent dans le livre. Dans le livre, Frankenstein est genre une sorte de monstre. Il tue la femme du chercheur. Enfin, il y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est un monstre et qu'il faut le détruire, quoi. Enfin, là, en vrai, effectivement, il a son rapport encore une fois à l'étrangeté et à la monstruosité. Tu parlais de la créature, alors là. Oui, t'as dit Frankenstein, mais la créature de Frankenstein. Oui, pardon, la créature de Frankenstein. Oui, tout à fait. Donc bon, voilà, je suis pas complètement surpris, mais c'est pas mal concrètement, c'est même plutôt très bien. Enfin, j'imagine. J'imagine. Laurent imagine pour nous ce Frankenstein. Écoute, moi je connais pas très bien en fait à la base. Moi, Frankenstein, j'ai pas du tout lu le bouquin. J'ai dû voir au moins un film quand même des années 30, les Boris Karloff là avec les machins. Bon, ça on connaît. Nos auditeurs ne voient pas tes gestes de main. Comme ça avec des trucs. Enfin bon, voilà. Très bien. Tu feras un bon Frankenstein. Je ferai un bon Frankenstein. Je suis suffisamment créature de Frankenstein. Mais il y a un truc. Il y a un truc qui, je trouve, en fait, retourne un peu aux sources, justement, de ce côté de littérature gothique, très romantique, en fait, du début du 19e siècle, et qui, du coup, en fait probablement une des meilleures adaptations de Frankenstein. Ce serait, je sais pas, j'avoue, j'en ai certainement eu beaucoup, donc je les ai pas toutes vues du tout, mais il y a ce qui, du coup, en fait en soi un objet intéressant. Je trouve que ce qu'il raconte dans le film, et qui, je crois, est pas trop dans le bouquin, parce que du coup, je me suis un peu renseigné sur le bouquin, ça a l'air d'être quand même un sujet un peu différent, sur, tu vois, le rapport, en fait, à la folie du mec qui va se battre jusqu'au bout pour essayer d'arriver à accomplir son projet, et qui finit par en être dégoûté. Enfin, il y a un truc qui est assez intéressant. Parce qu'effectivement, l'idée, il veut battre la mort en créant cette créature, et une fois que cette créature est là, il a un truc de rejet face à cette créature. Et je trouve que ça c'est bien fait dans le film. Je trouve que cette manière en effet d'amener ce rejet, etc., et de le mettre aussi en perspective avec le type qui veut absolument aller au pôle Nord, que ça se passe au pôle Nord, etc., et franchement très bien fait, très malin, surtout que ça renvoie aussi où on passe quand même une bonne partie du film dans son enfance, avec tout son rapport à son père, à sa famille. Son père médecin. C'est toujours... Qui est probablement le passage le moins intéressant du film. C'est peut-être le passage le plus moins... Passage qui n'est pas aussi présent dans le livre. Peut-être pas dans le livre, mais c'est peut-être le passage le moins intéressant du film, mais je trouve que ça met pas mal en lumière en fait l'histoire d'une manière globale, et que c'est toujours bien fait. Donc il y a un côté qui marche. L'autre truc qu'on peut pas nier, c'est que Guillermo del Toro est un excellent réalisateur, c'est-à-dire que visuellement c'est une profusion, quoi. C'est toujours très c'est très baroque presque, en fait. Il en fait des caisses et tout, c'est très beau, et donc c'est vrai que moi j'ai vu La femme la plus riche du monde ce matin et l'autre cet après-midi. Il y a un petit décalage. Le contraste, on parlait de grand écart dans la bande-annonce. Un très grand écart. Et donc du coup il y a un côté très agréable. Moi, où j'ai un petit problème, c'est que je trouve que le film a peut-être des légers défauts de rythme, qui est un truc que je vois souvent d'ailleurs dans les films Netflix, c'est-à-dire ceux qui sont bons, et celui-là fait partie des bons films Netflix. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut en profiter. On a fait un focus film plateforme. La meuf, elle recycle tous les focus. Ça reste un film qui est, en dehors de ces petits problèmes de rythme, qui est un peu mollasson, plutôt pas mal. J'ai un peu plus de mal en fait peut-être avec la deuxième partie du film. Moi, c'est l'inverse. Ou au contraire, il y a un côté... le côté en fait très romantique, où on en fait des caisses, etc.,
de la deuxième partie me touche moins en fait. C'est pas un délire qui me fait vraiment. Je suis assez d'accord. Mais je sais que Yuri est d'accord parce que je trouve qu'en fait la perspective du monstre, elle m'apporte rien de plus que ce que j'ai pas déjà vu dans la première partie. Parce que même dans la première partie, je pense que on va dire c'est l'âme de Guillermo del Toro qui parle. C'est qu'en fait il arrive pas à être vraiment du point de vue du méchant. C'est-à-dire qu'en fait il est toujours. C'est-à-dire que pour moi la première partie en fait elle est toujours en empathie avec le monstre. Et oui, mais c'est là où pour moi du coup la première partie ne marche pas. C'est que toi du coup tu te dis la deuxième partie ne marche pas, enfin ne sert à rien parce qu'en réalité on est déjà en empathie avec le monstre dans la première partie. Et ben moi dans la première partie j'ai envie d'être en empathie avec Victor Frankenstein. On me raconte sa backstory, on me dit voilà il a perdu maman, il essaie de vaincre la mort parce qu'en fait il a perdu maman. Et en fait du coup cette tension est plus intéressante que on va dire le truc très premier degré de la deuxième partie qui est genre mais sauf j'ai qu'en trouvé une famille qui était une fermière. Sauf qu'en termes d'émotion, moi j'arrive pas à être connecté avec Victor Frankenstein alors qu'avec la créature j'ai vraiment un truc d'empathie. La créature elle est très touchante. Bah oui. Victor Frankenstein beaucoup moins, mais je trouve qu'en termes de personnage justement ce il côté est plus ambigu quoi. Voilà, et de ce type qui est poussé vers sa folie est vraiment plus fort en fait en termes de suspense je trouve et de je suis d'accord mais ça devient bien quand du coup la créature existe. En fait je trouve qu'à partir du moment où la créature existe même quand on est encore du point de vue de Victor Frankenstein, à partir du moment où la créature existe finalement il a atteint son but. Et du coup, dans ce point de vue-là, ça m'intéresse moins. Okay. Et par ailleurs, l'incarnation de Jacob Elordi en mode avec ses cheveux longs démo là, enfin ça fait un peu. Il sort de le retour après l'étranger. Le mec sort de Twilight. Après moi, il pourrait être dans Twilight de la manière dont il est sapé quoi. Mais il a aussi fait le choix de la rendre hyper. Au bout d'un moment, il apprend à parler, à avoir une réflexion. Il a les cheveux longs. Enfin tout voilà, ça. Et ça, en vrai, je suis d'accord. Je trouve que moi, je pense que encore une fois, s'il avait poussé le truc un peu au bout de la démarche, il l'aurait laissé un peu en état de semi-conscience et de bestialité. Et là, ça aurait été beaucoup plus intéressant parce qu'il y a 10 minutes dans le film où il parle pas, où il galère, et là tu te dis ok, c'est intéressant. Ouais. Ouais, c'est marrant. En plus, c'est plus cohérent par rapport à ce qu'il y a dans le bouquin. C'est-à-dire que c'est une créature intelligente. Mais encore une fois, c'est parce qu'aussi il est piégé par les choix qu'il fait. C'est-à-dire que je pense qu'il est obligé de mettre cette longue partie sur le monstre parce qu'il faut bien qu'il arrive à la course-poursuite un peu tragique au pôle Nord qu'il aurait déjà orchestré. Or, il lui manque un bout pour faire la liaison parce qu'en fait, on n'a pas le point de départ où dans le livre, en fait, quand globalement, c'est la créature qui tue tout le monde et se casse. Et donc, lui qui part la chasser. Là, en fait, comme il n'a pas ce point de bascule-là, il est bien obligé de narrer depuis le point de vue du monstre à un moment aussi. Mais il aime trop les monstres, Guillermo del Toro. On vous encourage quand même à découvrir ce Frankenstein de Guillermo del Toro sur Netflix et ça nous fait une transition parfaite vers notre focus sur les Universal Monsters. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett qui est l'aviateur anglais. Voilà. Alors en question du jour, notre petite problématique de focus, c'était a-t-on encore peur des monstres ? Et on va parler des Universal Monsters. Avant de vous expliquer ce que c'est, et je te donnerai la parole Yuri, je vais quand même aller voir ce que nos auditeurs nous ont répondu sur leur film de monstres préférés. On a eu beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport avec l'Universal Monsters, comme Elephant Man, la chose. On a eu beaucoup L'Homme Invisible et des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de remake. On a eu Frankenstein à peu près toutes les versions. On a eu Dracula, on a eu des petits trolls qui nous disent la conquête de Xavier Thuringer et on a aussi eu le mystère du lapin-garou. Mais on va dire en beaucoup, c'est Dracula et Frankenstein. Je suis déçu. C'est vraiment, enfin en tout cas, ça surnage Dracula et Frankenstein. Dracula, beaucoup la version de Coppola. Et effectivement, un homme invisible, on a eu quelques hommes invisibles, pas de loup-garou, pas de momie, pas de fantôme de l'opéra aussi, je crois. Il y a le fantôme de l'opéra. Oui. Mais Yuri, je vais peut-être te donner la parole pour définir un peu plus clairement ce que sont ces Universal Monsters. En fait, je trouve que la confusion qui est faite dans les réponses est assez marrante parce qu'il y a les Universal Monsters, c'est peut-être la plus vieille franchise transmédia qui existe probablement historiquement, puisqu'elle a été créée en 1913, donc c'est vraiment encore à l'époque du parlant. Le premier, quand Laurent était en couche-culotte quoi. En fait c'est le premier film qui est labellisé Universal Monsters parce qu'il s'agit du studio, vous l'aurez compris, Universal. Donc avant le parlant. Avant le parlant, qui a donc décidé de d'adapter au départ des classiques de la littérature horrifique et gothique. Et le premier film qu'ils font, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui est donc le premier film labellisé Universal Monsters. Et puis plus ça va continuer, plus, notamment dans les années 20-30, le studio Universal va produire comme ça des films. Alors aujourd'hui, ils sont un peu je trouve un peu
vite catégorisés comme des séries B. C'était pas du tout des séries B, c'était des films qui étaient au contraire très bien produits avec pas mal de blé. Mais ce qui montre une évolution de notre rapport aux films de genre. Et que du coup, c'était un peu des films d'épouvante et surtout, et c'était des films avec, en effet, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Le Fantôme de l'Opéra, Dracula, Frankenstein, La Momie, L'Homme Invisible. Et ils ont également créé des monstres ex nihilo qui n'étaient pas eux-mêmes adaptés d'une source littéraire, qui sont donc le loup-garou, Wolfman, et Creature from the Black Lagoon. Oui. Et tu mets aussi Quasimodo dedans, du coup, aussi ou pas? Oui, Quasimodo est dedans. Quasimodo, il est dedans, ouais. C'est même le premier film, je crois. Est-ce que tu rentres dedans les films de gorilles? Non. Parce qu'il y a beaucoup de trucs aussi. Parce que c'est pas la même chose. Laurent, tout ce qui est kaiju, gorille et tout, ce sera un autre. De toute façon, on a décidé. Mais en vrai. Nous avons décidé donc d'axer ce focus autour des monstres universels parce que ce sont des figures comme ça du cinéma et de l'histoire du cinéma qui vont réapparaître, pas que dans la série des Universal, ce qui les rend d'ailleurs intéressants parce qu'ils sont assez féconds en termes d'adaptation, en termes de ce qu'ils ont inspiré. Et du coup, on va dire que la période d'or de cette franchise, si tant est qu'on peut l'appeler comme ça, c'est les années 30, entre les 30 et les années 40 globalement, où en fait ces films-là vont avoir une énorme popularité. Universal ne va jamais vraiment en réalité arrêter de développer ces trucs-là, puisque dans les années 70, il y aura des séries télé, il y aura toujours des adaptations à foison. Et jusqu'en 2017 où il y a eu La Momie avec Tom Cruise qui était la tentative. Non mais ce qui est génial, c'est que c'était la tentative de faire un truc qu'ils avaient déjà fait. C'est-à-dire qu'en fait l'idée c'était de refaire un MCU quoi. De refaire non mais il l'avait déjà fait j'y viens, mais en fait en 2017 si vous avez vu La Momie, à la fin de La Momie il y avait un teaser qui disait: vous allez voir, on va faire un Dark Universe. Et dans le Dark Universe, t'avais en fait toutes ces créatures-là. Donc t'avais Javier Bardem, Russell Crowe, toutes ces créatures-là, toutes ces créatures-là, Frankenstein, Johnny Dracula, Depp, incarnées par des stars du tous moment. Tous ces gens-là qui du coup devaient faire un univers partagé des monstres d'Universal. La Momie ayant fait un four, ça a été très très vite mis à la poubelle. Mais ce qui est marrant, c'est que ça faisait partie à un moment dans les années 30 d'une stratégie commerciale complètement assumée du patron de la Universal de l'époque, Carl Laemmle, qui disait en fait, qui a notamment changé la fin de Frankenstein, en disant non, la créature ne peut pas mourir. Moi, j'ai besoin qu'elle revienne dans les suites. Et du coup, ce qui a fait que tu as eu des films un peu absurdes comme Abbott et Costello rencontrent la Momie, Abbott et Costello rencontrent Frankenstein, Frankenstein contre machin, enfin la Momie contre Quasimodo. Enfin, t'avais une espèce de foisonnement de concepts absurdes. C'était bien les années 30. Enfin, c'était vraiment trop bien. Et je pense qu'il y avait des gens pour faire des vidéos YouTube pour expliquer le MCU ou pas du coup. Ah, pas encore, mais potentiellement ça discutait de ça à la machine à café de l'époque. Donc non, c'est quand même une des occurrences les plus intéressantes, je veux dire, du transmédia au cinéma, puisque les personnages passaient d'un film à l'autre et partageaient du coup de facto le même univers, même si les gens, je pense, se posaient un peu moins la question de la cohérence des trucs à cette époque-là. Et donc voilà, en tout cas pour le brief Universal Monsters, des Frankenstein est un des monstres universels les plus connus. Manon ? Dans ton petit historique, il y a un truc, parce qu'on les appelle les Universal Monsters, mais à un moment, ils ont été déportés, me semble-t-il, les studios Hammer, qui sont des studios anglophones. En fait, c'est quand le bouquin Frankenstein est tombé dans le domaine public, où il y en a qui se sont mis sur le dossier. Voilà. Mais en fait, il y en a plein. Oui, en fait, il y en a plein, mais Hammer en Angleterre, c'est pas le canon. Enfin voilà, les versions canoniques des années 30-40, c'est Universal. Et après, à bout d'un moment, tout le monde s'est mis à adapter du Frankenstein, du Dracula, du machin. Moi, j'ai quand même vu quelques films de catcheurs masqués mexicains des années 70, je pense 80, où c'est des catcheurs masqués mexicains contre Frankenstein, Dracula. Attends, des catcheurs masqués qui se battent contre Frankenstein et Dracula ? Bien sûr, Santo contre Dracula, par exemple, qui est vraiment très bien. Pourquoi j'ai pas cette culture-là, moi? Parce que tu t'es trompé de culture, meuf. Mais ouais, voilà. Je me suis complètement trompé de culture, tu vas m'envoyer ça demain. Écoute, on fera un focus Santo. Mais évidemment, là, pour le focus, on a élargi un petit peu, c'est-à-dire qu'on a pris ces créatures qui ont appartenu à l'Universal Monsters, mais effectivement, on regarde toute leur déclinaison un peu au-delà. On va peut-être se poser la question un peu un par un, on va pas tous les détailler, mais on vous a donné certains noms. Est-ce que déjà, vous, comme ça, il y a des créatures qui vous intéressent plus que d'autres? Et ensuite, on va se poser la question, parce que c'est des créatures qui ont tellement évolué dans le temps, qui parfois incarnaient une peur précise de l'époque, et qui peut être à la fois une peur sociétale, ou au contraire, quelque chose de beaucoup plus existentiel. Est-ce que vous, il y en a qui vous parlent plus que d'autres, qui vous semblent peut-être encore plus pertinents, certains que d'autres aujourd'hui? Alors moi, je suis un emo kid, donc j'aime bien les vampires.
Donc le délire Dracula et tout, ça me faisait un peu kiffer. Il y a un truc dans l'ambiance et tout. Mais en réalité, Et t'aimes pas Jacob Elordi avec ses cheveux longs? Mais en fait, voilà, c'est-à-dire que je pense qu'en termes de créature vraiment la plus intéressante qu'on aurait aujourd'hui, et celle qui a à mon avis des parallèles les plus intéressants, c'est clairement Frankenstein. C'est-à-dire justement sur ce côté outsider qui rejeté par la société, etc. Je trouve que ça se marie mieux avec des thèmes plus actuels, justement d'inclusivité et de choses comme ça, et que ça fait une figure en fait qui est plus proche de ce qui nous intéresse nous aujourd'hui par rapport à peut-être un loup-garou qui est une métaphore de la puberté un peu plus facile et du côté un peu trop, je trouve, de sexualité refoulée du vampire qui est comme un peu plus lourdingue. Je trouve que Frankenstein raconte des trucs aujourd'hui un peu plus intéressants. Et Frankenstein, pour moi, ça raconte pas que ça, parce que d'ailleurs, ils en parlent dans le film de Del Toro, le fait que c'est Victor Frankenstein, donc le scientifique, qui a un côté un peu Prométhée moderne, etc., qui essaye de vaincre la mort. Il y a quand même aussi un discours sur le transhumanisme, sur les limites de la science, etc., qui sont peut-être effectivement beaucoup plus pertinents aujourd'hui que d'autres figures. Et puis je trouve que par ailleurs, Frankenstein a une origin story qui fait partie de son identité. C'est pas juste une iconographie, c'est pas juste l'homme invisible, c'est pas juste un loup-garou, c'est pas juste la créature du lagon. Enfin, c'est vraiment un personnage. La créature du lagon, c'est quoi? Non mais tu vois, ou la momie, enfin c'est l'espèce de figure, c'est une espèce d'alien bizarre. Non mais c'est bref, les années 50 quoi. Non mais ce que je veux dire, c'est que en fait son histoire, sa création, son aspect tragique est inscrite dans le personnage, et du coup je pense que c'est un schéma narratif qui du coup s'est retrouvé beaucoup plus fécond aussi sur plein de versions différentes. Oui. Enfin, tu peux tirer plein de fils, voilà. T'as déjà t'as effectivement toute son histoire, sa backstory, machin, t'as plein de points d'ancrage. Et moi, je trouve qu'il a un truc genre tellement tragique. Enfin, vraiment, je trouve ce personnage est tellement tragique que c'est de fait hyper cinématographique, quoi. Tout de suite, il est hyper ambivalent et tout. Donc, effectivement, je rejoins Laurent, c'est vraiment le plus intéressant. Et pourtant, il vient d'être réadapté, mais il y a eu effectivement des réadaptations modernes d'autres figures. Alors, il y a eu L'Homme Invisible, notamment, qui a une réadaptation moderne. Et je trouve que L'Homme Invisible, on pourrait se poser... Enfin, je trouve que c'est aussi un personnage qui est assez intéressant, parce que justement, c'est un personnage en creux, c'est un personnage qui disparaît. Mais la réadaptation moderne, tu parles de la version avec Kevin Bacon, qui doit quand même avoir déjà 15 ans? Non, ça, c'est celle de Verhoeven. Invisible Man, le truc avec... Invisible Man avec Elizabeth Moss, là. Qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il y a quelques années, là. Mais complètement zappé, ce truc-là. Mais d'ailleurs, qui est assez intéressant, parce qu'on passe aussi d'un truc où L'Homme Invisible, dans les années 30-40, c'est un truc un peu cool. Enfin, tu vois, le mec, c'est l'homme invisible, il met des lunettes de... Enfin, il y a un truc un peu... Il y a un sous-entendu d'espionnage aussi. Oui, par ailleurs. Évidemment, dans la guerre froide et tout ça. Bah, bien sûr, à l'époque, c'était ça le sujet. Et là, la lecture est totalement différente. C'est un agresseur sexuel. Exactement. Là, l'homme invisible devient en fait juste le mari violent qui est présent partout parce qu'il traumatise. Enfin, le PTSD de la protagoniste devient l'homme invisible. Donc, ça devient une espèce de lecture aussi un peu différente de ce que peut être cette figure monstrueuse. Et le loup-garou, il y a eu une réadaptation aussi moderne cette année, en 2025, Wolfman de Lee Whannell, que je me suis farcie pour d'obscures raisons, et qui était une catastrophe. André, on sait pourquoi. Pourquoi? T'as un délire sur les loups-garous. Mais pas du tout. Tu parles de Teen Wolf? Bien sûr. Mais non. Mais ça n'a rien à voir. Oui, ça n'a rien à voir. C'est les loups-garous, c'est complètement différent. Obscure raison, là. Non, mais le problème... Vraiment très obscur. Le problème... Du coup, t'es en train de dire que j'ai un problème avec la puberté, bizarre. Non, mais pas du tout. Alors, dans Wolfman, c'est un homme adulte qui fait sa deuxième puberté. Mais c'est une adaptation qui est complètement ratée. Et c'est intéressant parce que justement, ils essayent, alors au début, de nous raconter une histoire de famille et d'un homme justement qui, et je pense que c'est un peu l'histoire, c'est sa femme qui gagne sa vie. Lui, il s'occupe de sa fille. C'est un auteur qui galère. Donc, il y a vraiment toute cette espèce de truc, je pense, de récupérer quelque part sa virilité et tout ce que vous voulez. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'au début, le film se fatigue un petit peu à poser des personnages, etc. On se dit, ok, ça va être quoi un peu la relecture de ce mythe-là? Et en fait, dans la deuxième partie, on se rend compte qu'ils sont complètement paumés, que non seulement ils savent pas trop quoi raconter, mais que pour le coup, les effets spéciaux sont du niveau de Teen Wolf, sauf que c'est un film de cinéma, et du coup, c'est pas ok parce que c'est pas une série MTV. Et surtout, je crois que j'en avais déjà parlé à l'antenne, mais moi, il y a un truc qui m'a rendu complètement chèvre dans le film, c'est qu'il est évident
que ce type est loup-garou qui va manger des gens. Et il y a la femme et la fille qui passent leur temps. La fille, elle est là, daddy, daddy. Elle essaie genre de récupérer son père et de croire que c'est son père, alors que le mec, il a des crocs, il salive, il a les yeux rouges. Et tu passes le film à dire, mais casse-toi, tu vois bien que c'est un loup-garou. Et ça marche pas du tout. Mais si tu veux, ça c'est un truc que, pour le coup, a été vachement fait à la base dans les années 30, justement, et même jusque dans les années 50, où vraiment on fait un peu de l'exploitation. C'est-à-dire que on fait la créature de Frankenstein, on respecte pas du tout l'histoire de Frankenstein parce qu'on en a rien à foutre. Frankenstein contre Dracula. Ce qu'on veut, c'est faire peur aux gens avec des monstres. Et dans l'absolu, tu vois, c'était un peu le projet. Alors évidemment, je pense que le public aujourd'hui en attend un poil plus, que c'est pas les séances de cinéma à 15 centimes où tu voyais des films de 1h15, où en général t'en voyais 2. Enfin, je veux dire, c'est la manière de consommer le cinéma, de l'appréhender est différente, mais l'idée de faire un film de genre vraiment un peu bas du front avec des créatures, dans l'absolu, pourquoi pas? Quand c'est mal fait, bien sûr. Mais... Justement, là où c'est intéressant, c'est là où j'allais venir, c'est qu'en fait, c'est un film qui était prévu pour faire partie du Dark Universe, sauf que le film, il a eu une gestation longue, complexe, et que du coup, parce que le Dark Universe a été annulé. A été annulé en 2017 et il est sorti en 2025. Voilà, c'est chaud. A été annulé. Et ce qui me fait marrer, c'est que là, j'ai face à moi la fiche du film qui dit le film sort finalement en 2025 et reçoit des critiques négatives. C'est par ailleurs un échec commercial. Comme quoi, parfois, ça arrive. Hein, les deux se conjuguent. Voilà. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le côté de est-ce que, pour revenir un peu à la langue qu'on avait choisie nous, c'est-à-dire que le fait qu'on soit aussi en attente peut-être d'un point de vue critique de films qui élèvent ces monstres-là à autre chose, comme si c'était par eux-mêmes pas nécessairement suffisant. Et je trouvais que dans cette mode de l'elevated horror, en fait. Bien sûr. Et typiquement, Invisible Man, c'était vraiment très bien par rapport à ça parce que c'était vraiment la petite production Blumhouse à 3 francs 6 sous, et en même temps, il y avait quand même une volonté de porter un vrai propos politique, et je me souviens que dans la réception critique que ça avait eu, il y avait quand même un truc de oui, en fait c'est quand même un film féministe, en tout cas qui prétend l'être et qui assume ce positionnement là, ce que je trouve intéressant par rapport à encore une fois un monstre qui n'avait peut-être pas été traité comme ça par le passé, quoi. Mais c'est là, je pense, où ils ont bien rectifié le tir sur cette histoire de Dark Universe, c'est que je pense qu'à un moment ils avaient l'idée d'en faire un peu comme le Marvel Universe, limite les traiter un peu comme des super-héros, et en fait ils ont des univers tellement incompatibles et des mythologies tellement incompatibles que en fait cette histoire d'univers ça pouvait pas fonctionner. Si ça avait marché, on aurait eu la momie contre le main invisible. Voilà, ça aurait été une horreur. En fait on peut pas les mettre ça a déjà eu un petit peu. Est-ce qu'on se souvient de la Ligue des Gentlemen extraordinaire, le dernier film de Sean Connery? Bien sûr. Et je m'en souviens, je l'ai vu, je l'avais en DVD. Et premier degré, j'adore ce film. Mais moi aussi, j'adore ce film. Bah oui. Et les gens avaient vraiment chié dessus à l'époque. Ouais, mais parce qu'on était enfants, on l'aurait vu à l'âge qu'on a maintenant. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu repréciser ce que c'est le film pour les gens qui n'ont pas en tête? Alors, je vais aller piocher dans mes souvenirs. C'est une adaptation d'une BD, semble-t-il. Ouais, exactement. Où en gros Alan Quaterman, qui a une espèce de Indiana Jones sans les droits, Jones qui a été fait beaucoup adapté aussi dans des téléfilms et au cinéma derrière, hein, mais... Exactement, donc il y a la copie Clignancourt de Indiana Jones, rassemble plusieurs on va dire super méchants / super héros, en tout cas ces personnages du Dark Universe qui sont un peu super héroïfiés. Donc on a le Capitaine Nemo, on a Dorian Gray, on a une vampire aussi. Ouais, il y a le main invisible. Il y a le main invisible. Enfin voilà, et du coup on en fait. Il y a Dr Jekyll et Mr Hyde aussi, me semble-t-il. Et en gros ils sont une espèce de sous-Hulk d'ailleurs, il me semble. Oui, voilà, c'est ça. Il est un peu. Enfin, il est pas très beau quand ils se transforment. Mais du coup, les 4, dans les 7, ils sont 7 ou 8. Ils sont beaucoup, ouais. Et ouais, ils sont beaucoup, et je sais même plus ce qu'ils doivent faire. Mais bon, bref, ils prennent le Nautilus. Oui, ça je me souviens du Nautilus très bien. Voilà, et ils doivent éviter que Venise n'explose parce qu'il y a des bombes sous Venise. Je me souviens, ils ont une espèce de bagnole extrêmement stylée aussi. En fait, c'est toutes les bagnoles. Enfin, tous les. Non, c'est du Capitaine Nemo. Tous les véhicules du Capitaine Nemo sont tombés par terre. Ouais. Genre vraiment sont magnifiques. Mais si on revient à la base effectivement de ce qu'ils incarnent et des peurs qu'ils reflètent, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est qu'on disait alors l'homme invisible pour le coup ils ont un peu décalé, mais sinon ils ont en fait j'ai l'impression que les adaptations récentes essayent d'en faire un peu des gentils, enfin en tout cas d'avoir une approche un peu plus enfin de les humaniser en fait ces créatures, et en disant créatures je pense à Pauvre créature, le film de Lorgos Lanthimos qui est quand même une espèce de
Il y a quelque chose d'adaptation lointaine de Frankenstein, mais dans lequel voilà, le scientifique ne donne pas, ne crée pas un homme, mais redonne vie, à une femme avec le cerveau de son bébé implémenté. Mais enfin, c'est quand même un peu la même logique de créature. Ça reste un monstre, quoi. Ça reste un monstre, exactement. Et puis de créature qui échappe quand même aussi à son créateur, etc. Qui va évoluer, qu'on va voir, on va voir naître chez elle une pensée, etc. J'ai l'impression qu'on a une approche en fait du monstre, qu'on s'était posé la question en problématique de dire est-ce qu'ils font peur. J'ai l'impression que la question c'est qu'aujourd'hui on a de l'empathie pour eux, ces créatures. Bah oui, vas-y. Non, vas-y. On s'est mis à aimer les monstres en fait. Sauf quand ils sont traités comme vraiment comme des menaces. Donc, mais en effet, il y a une espèce de retournement du truc où je pense que en fait ils ont tellement été aussi, je pense, traités comme tels et traités de plus en plus, notamment à cause de toute la période des années 50, 60, 70 comme des espèces de trucs cartoonesques, notamment avec des super-héros, et en fait où le prestige aussi de ces productions-là n'a cessé de baisser. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va dire les grands monstres littéraires et les grands monstres figures monstrueuses du cinéma, ce prestige-là a baissé, est devenu une espèce de série B, et du coup par conséquent les monstres qui ont pris le dessus ont été beaucoup plus des monstres proches du body horror comme chez Cronenberg avec La Mouche ou avec The Thing de Carpenter. Donc on est beaucoup plus sur la figure du monstre a aussi changé par rapport à ça, et on va dire le Frankenstein avec un clou dans la tête est devenu lui-même une figure comique, notamment avec Young Frankenstein chez Mel Brooks, qui paraît être un excellent film et très fidèle à Frankenstein. Mais en tout cas il y a une espèce de peut-être de déperdition aussi de son capital horreur de par son exploitation et sa réexploitation industrielle. Mais Dracula, Mel Brooks qui avait par ailleurs fait Dracula mort heureux de l'être, qui est très drôle aussi. Ouais, aussi. Mais en fait, là où moi, je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est qu'en effet, à l'époque où on traitait ces monstres de manière vraiment sérieuse, on n'était pas encore dans le cinéma d'exploitation avec les Santos ou la momie contre Dracula ou je sais pas quoi. Je veux toujours vraiment voir ce film. où c'était vraiment un peu sérieux. On était dans une époque des années peut-être 40, 50, même 30, où en fait la conformité est une valeur qui est très importante dans la société. C'est-à-dire que c'est très important d'être dans la normalité, et on a du mal à admettre qu'il y ait des gens qui soient hors la norme, et que du coup ces monstres ils incarnent un truc qui est flippant pour la société, et je pense qu'il faisait peur premier degré aux gens. C'est-à-dire que tu voyais cette espèce de monstre et ce truc, et qu'en effet qui est quelque chose d'ailleurs qu'on voit pas du tout dans les originaux aussi, typiquement même Dracula ou Frankenstein, etc. C'est le début du XVIIIe siècle, qui est une époque qui accepte beaucoup plus de transgressions qu'on imagine, beaucoup plus probablement que l'après-guerre, que l'immédiat après-guerre, qui est une époque beaucoup plus conformiste. Et donc du coup, ça paraît cohérent qu'aujourd'hui, cette espèce de monstruosité hors de la norme, à une époque où on accepte quand même vachement plus ça, fait plus peur du tout. Donc il faut essayer de trouver quelque chose qui vont ou les humaniser, ou au contraire les rendre plus monstrueux en leur ramenant des côtés humains. Enfin, vous parliez tout à l'heure de l'homme invisible qui est un agresseur sexuel. Les agresseurs sexuels, c'est des humains qui font ça. C'est rien de particulièrement monstrueux, et donc ramener en fait cette vience là aussi je vais couper le bout particulièrement monstrueux au sens strict du terme, et donc ramener cette espèce de violence là, du coup cette humanité là dans les monstres, c'est ce qui les rend monstrueux. Donc c'est ça qui fait que en effet ça réadapte entre guillemets pour aujourd'hui des peurs qui existent plus trop, quoi. Enfin, moi je nuancerais pour le coup le point de vue que tu as eu sur le fin 18e et fin 19e, puisque c'est ça qu'on parle. Frankenstein c'est fin début 19e. Oui, c'est ça. Marie Shelley, c'est début 19e, mais c'est Marie Shelley qui est l'auteur de Frankenstein initialement. En plus, Marie Shelley qui vit dans un environnement qui est extrêmement anticonformiste au moment où elle écrit le bouquin, quand même. Oui, mais c'est marrant, mais c'est marrant du coup de lire dans le contexte dans lequel c'est conçu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même cette peur. Ils en parlent d'ailleurs dans le film de Del Toro, où en gros c'est le point de départ des recherches qui vont mener en fait aux trouvailles de Darwin. C'est-à-dire que il y a cette idée de cette grosse blessure narcissique en fait, où la montée en puissance de la science va contester profondément notre notion de ce que c'est qu'être un être humain en fait, et donc cette peur morale, cette panique morale de l'époque, c'est de dire en fait concrètement, est-ce qu'un cadavre à qui on influe d'électricité, comme le physicien Galvani, il est cité dans le film, c'est donné le terme galvanisé par exemple, en fait quand tu colles, est-ce que si on colle de l'électricité dans un cadavre en fait ça fait un être humain, et finalement est-ce qu'on est que ça? Je pense que cette panique morale là, dans une Angleterre qui est quand même très croyante à l'époque, elle fait peur, et donc
Et bis repetita, fin du 19e, où pour le coup, quand t'as H.G. Wells notamment, etc., avec l'homme invisible, machin, t'as des paniques morales qui s'appuient beaucoup sur l'émergence de la science. Je pense qu'effectivement, on est dans une époque où globalement, je pense que notre rapport à la science et à la rationalité est plus concret, plus immanent. Il y a moins de place aussi pour la spiritualité. On vit dans des sociétés qui sont clairement largement désécularisées. Donc du coup, concrètement, effectivement, il y a moins de tension par rapport à ça. Je pense que il faut toujours rattacher le monstre à un truc très concret. Et ça peut pas être une pure figure monstrueuse. C'est ça peut pas être une espèce d'inspiration. Il y a pas de truc un peu divin là-dedans. Il y a plus de tension entre une forme de spiritualité et une forme de rationalité. Donc du coup, le monstre, il est un peu entre deux. Et l'autre truc que je voulais juste ajouter, c'est que je pense qu'il y a un gros travail de fond qui a été fait aussi par le cinéma d'animation et par le cinéma qui s'adresse aux enfants, où en fait le monstre depuis quand même quelques années et depuis même maintenant quelques décennies est quand même souvent dépeint comme en fait une figure d'attachement, une figure d'émancipation, une figure par laquelle l'individu s'exprime. Et donc, le Quasimodo évidemment de Notre-Dame de Paris, l'adaptation de son dessin animé, mais tu parlais de Charlie de Monstres et compagnie. Bien sûr, voilà. Moi c'était une claque monumentale quand j'ai vu le pitch de ce truc-là. Ouais, complètement. Ces gens qui voyagent à travers des portes qui se retrouvent dans c'était un peu un truc, il y avait un truc hyper futuriste là-dedans en fait, il y avait un truc vraiment de SF. Moi j'adorais Sliders, les mondes parallèles, j'étais dedans, tu vois. Enfin, à l'ancienne, respect. Tu veux dire quelque chose, hein? Non, en fait, mais là, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais parce que je suis d'accord avec ton discours sur la science et la spiritualité qui me paraît juste. Là où je voulais en venir, c'est que Mary Shelley, typiquement sur Frankenstein, et même Bram Stoker dans une moindre mesure, mais l'auteur de Dracula, qui est beaucoup plus tardif, ils vivent dans une période où ils ont accès à un niveau d'anticonformisme dans leur vie qui est immense. Enfin, c'est-à-dire Mary Shelley, globalement, quand elle écrit Frankenstein, elle vit dans une espèce de ménage à 4 avec son mari et un autre mec et la meuf et Lord Byron et un troisième mec plus une autre nana, enfin où en gros ils vivent dans une espèce de truc où ils font un peu n'importe quoi, et donc l'idée de l'anticonformisme leur fait pas peur entre guillemets, tu vois, et c'est pour ça d'ailleurs que le monstre de Frankenstein, il est pas du tout il est pas du tout monstré comme un monstre. C'est une créature qui est douée de raison et qui a. Alors évidemment, dans le livre, il est quand même. Elle est beaucoup plus monstrueuse. Dans le livre, il est. Dans le bouquin. Ouais, dans le livre, il est monstrueux. Mais je veux dire, il tue des gens, etc. Il est quand même très violent. Il échappe vraiment à son créateur et mais parce qu'il est en rébellion, parce qu'il est dans un truc. Enfin, c'est pas complètement un loup-garou qui suit ses pulsions et qui. Non, c'est ça. Il est pas forcément bestial. En tout cas, oui, c'est sûr. Mais après, il y a quelque chose parce qu'on se disait, voilà, moi, ils ont été, c'est des personnages qui sont devenus entre guillemets un peu sympathiques, attachants, voire drôles. On en parlait aussi tout à l'heure dans notre débat. C'est aussi des créatures qui ont été assez sexualisées, c'est-à-dire que le vampire a été extrêmement sexualisé, le loup-garou y compris. Bon, évidemment, les Twilight sont passés par là avec quand même évidemment un triangle amoureux avec un vampire et un loup-garou. Là, effectivement, le choix de Jacob Elordi, même si moi j'y vois un peu autre chose que vous, mais effectivement, c'est quand même un comédien qui est connu pour avoir un physique pas désagréable. Le Nosferatu là de Eggers. Bah ouais, complètement. Le Nosferatu de Eggers, le vampire, c'est clairement un truc sur la sexualité, tu vois. Oui. Mais là, c'est poussé, j'ai l'impression. Avec sa grosse moustache de biker. C'est particulièrement dégueu d'ailleurs dans Nosferatu quand même. Non, mais même la créature du lagon là, donc. La creature of the Black Lagoon. Je sais toujours pas de quoi on parle. L'affiche du film, je veux dire, c'est un homme poisson qui chope une meuf en moitié à poil. Donc il y a un truc. Donc c'est la forme de l'eau finalement. C'est complètement la forme de l'eau. La créature a la même tête. Le Dark Universe, moi j'ai l'impression que maintenant c'est Guillermo del Toro. Mais c'est la filmo de Guillermo del Toro. Mais c'est ça, en fait, c'est lui, il s'est recréé son Dark Universe dans sa filmographie. Il manque la momie, mais attention, elle va peut-être arriver de derrière les fagots. Il a dit qu'il arrêtait les films de monstres par contre. Oui. Mais je me demande s'il n'avait pas été approché justement par Universal à l'époque pour lui créer véritablement ce Dark Universe en déclinant. Mais Guillermo del Toro, t'as raison, il va faire de la comédie romantique, c'est sûr. Enfin, moi j'adorerais qu'il fasse de la comédie musicale, mais premier degré. Ah ouais, c'est grave. Ça pourrait être un Baz Luhrmann, mais en bien, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Mais non, mais c'est intéressant d'ailleurs ce que tu dis maintenant, parce qu'effectivement, et je pense que ça rejoint un peu la frustration que toi, Valentin, t'as sur ce film de Frankenstein, c'est qu'en fait, cet univers, ces Universal Monsters ont tellement infusé finalement dans la filmographie de Del Toro. C'est un imaginaire commun et chaque cinéaste. Et que finalement, quand il arrive à adapter Frankenstein, on a l'impression que c'est comme si Del Toro adaptait Del Toro, enfin qu'il manque peut-être un. Mais parce que son cinéma à lui a tellement été infusé aussi par ça. Bien sûr. Moi, je pense que c'est parce que, en fait, à l'inverse des Marvel ou des trucs comme ça, avec des choses très codifiées, là, il n'y a pas vraiment de logique de franchise. C'est vraiment, je trouve, ça a nourri complètement un espèce d'imaginaire du monstre. Et du coup, on le retrouve même chez Tim Burton, on en retrouve vachement de ça. Et du coup, ça a infusé comme ça plein de filmographies de différents réalisateurs. Et du coup, effectivement, peut-être maintenant, quand on les réadapte premier degré, il y a un truc de c'est peut-être déjà un peu vu parce que
que voilà, ça a infusé un peu chez tout le monde, quoi. Et puis c'est hyper intéressant que tu parles de Tim Burton parce que moi je sais que c'est un truc que ma mère m'a montré dans l'enfance en fait. C'est-à-dire que moi ces monstres-là, c'est quelque chose que j'associe vraiment à un truc enfantin, à des doudous, à Casper, tu vois, genre par exemple crossover Casper featuring Frankenstein, c'est un truc que j'ai déjà dû voir passer en fait. Qui a dans le dessin animé, en fait, ça a dû être en dessin animé, exactement. Et en fait, moi, je me rends compte que les monstres qui m'ont réellement fait peur en fiction sont des monstres qui sont omniprésents, omnipotents, qui n'ont pas de visage. C'est le monstre dans Lost, c'est Bill Crypto dans Gravity Falls. C'est Xana dans Code Lyoko, c'est Eris dans Sinbad. Oui. Mais je pense que notre génération c'est The Thing de Carpenter aussi. Hein. Oui, mais je pense qu'on est une génération où on a effectivement été, on est plus effrayé par des menaces qui n'ont pas de visage. Ouais, et qui n'ont pas de corporalité en fait, parce qu'on est dans ces espèces de trucs mondialisés où t'as l'impression que tu peux jamais échapper à une menace, tu vas d'un pays à l'autre, tu vois, on l'a vécu avec le Covid, c'est partout, il y a pas d'échappatoire possible en fait, il y a vraiment cette espèce de truc où les monstres du Dark Universe, et c'est peut-être aussi pour ça que ça n'a pas pris au-delà de l'échec du film. Je crois que Yuri me disait il aurait fallu faire des bons films. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est pas des peurs obsolètes? Et ça c'est hyper intéressant. Et attends, pour le coup, c'est des peurs que tu peux réinventer, c'est-à-dire que je suis désolée, quand tu vois que L'Homme Invisible par exemple, ils en ont fait un agresseur sexuel, je pense que c'est une réflexion où si tu les mets entre les mains du bon auteur, t'inquiète que toutes ces franchises-là, ils vont te les réfléchir. Oui, mais là t'as pris justement le seul exemple qui colle avec ce que Charlie vient de dire. En fait, c'est mais justement, je te dis que ce serait déclinable. Mais parce qu'il a pas de visage, L'Homme Invisible. C'est pour ça que du coup, et même moi je me souviens pas forcement du visage de l'acteur. Tu vois, il y a un truc de en fait. Mais Frankenstein non plus, il a pas vraiment de visage. C'est sûr que c'est un des Skarsgård là. Oui, c'est sûr. Et sur l'univers partagé aussi, en soi, enfin pardon, et moi je veux absolument pas voir cet univers partagé entre les mains de la mauvaise personne, mais ce que je veux dire c'est que à partir du moment où tu es capable de faire, tu vois, côté donc pas côté pour le coup Marvel, côté DC, de mettre ensemble Batman et Superman qui sont les personnes qui ont l'univers les plus éloignés que tu puisses imaginer, il y en a qui n'a pas de super pouvoir, il y en a un qui est un dieu, tu les fais marcher ensemble, ou que dans le MCU t'arrives à avoir Spider-Man qui côtoie les gardiens de la galaxie. Je veux dire honnêtement, faire un univers partagé avec Frankenstein et Dracula, ça aurait été possible, juste ils l'ont pas mis entre les mains des bonnes personnes. D'autant que Nosferatu de Robert Eggers, le vampire fait peur. Il y a vraiment des moments où ça fait peur, et c'est honnêtement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un film de vampire avec un vampire qui m'avait fait peur. Donc je pense que c'est possible. Est-ce qu'il te fait peur ou est-ce qu'il te dégoûte? Ouais. Et ben voilà. Alors c'est un peu c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il y a parce que moi il me dégoûte mais il me fait pas peur. Moi il y a des moments où il fait un peu peur, notamment parce qu'il a il y a 2-3 jumpscares. Enfin non, un peu moins de 2-3 jumpscares. D'ailleurs il y a des jumpscares qui sont liés à ça. Il y a des trucs d'atmosphère en fait très très sombres, très noirs, très surnaturels qui te mettent mal à l'aise, fait peur. C'est toujours un peu la frontière entre les deux est toujours un petit peu délicate, mais je serais pas aussi catégorique sur le fait que c'est impossible. Je pense que c'est possible. Faut juste les réinventer. Oui, mais c'est aussi dans le traitement où genre La Momie 3 avec Tom Cruise, je ne l'ai pas vu, mais je me doute que c'est un gros film d'action qui fait boum boum. Attends, La Momie 3, non, c'est la Momie. Tu confonds avec Brian Fraser. Tu confonds avec celui avec Dwayne Johnson. Hein? Non, parce que c'est pas La Momie 3 avec le Tom Cruise. C'est le Dwayne Johnson en Scorpion là. Ouais. Ah non, mais je pense qu'en fait La Momie. Non, parce que le Roi Scorpion, c'est le Roi Scorpion. Oui. Non, le Roi Scorpion, tu le vois à la fin du 2, mais il a fait son propre film qui s'appelle Le Roi Scorpion. Qui est en direct et La Momie avec Tom Cruise, c'est pas La Momie 3. Ça a été présenté comme le troisième volet de La Momie. Non, ça n'a rien à voir. Si. Non, c'était le premier film du Dark Universe justement. Mais justement, La Momie 3, c'était en fait le truc, c'est que comme c'était le troisième à sortir, mais ils n'avaient pas encore communiqué en France sur le côté Dark Universe. J'ai vu tous les films La Momie et je suis quasiment sûr. Moi, ça m'étonnerait pas que c'est pas la même mythologie. Moi, je crois qu'en France, en tout cas, ils ont communiqué. Tu vois. Il faut tellement pointu. Il faut que tu parles dans ton micro. Ah oui, putain, t'as raison, La Momie 3, c'était la tombe de l'empereur dragon. J'ai juste fait un pont hyper raciste. On a confondu Non, mais c'est parce que j'ai regardé en plus le Tomb Raider où il y a une momie asiatique il y a 2 jours, et du coup, je pense que j'ai fait vraiment un très 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 gros mélange. Mais quand on parle justement de Tom Cruise, il est peut-être là aussi le problème du récent pseudo Dark Universe. Et c'est le problème peut-être que vous avez avec le Frankenstein de Del Toro, c'est faut peut-être pas mettre des acteurs connus en fait dans ce genre de, parce que à l'époque en fait ça a révélé des acteurs. Il faut traiter ces personnages-là. Bela Lugosi et Lon Chaney à l'époque c'était un peu des stars de ce type de rôle aussi quoi. C'était un peu des. Oui, mais ils ont été révélés grâce à ce rôle. C'était des nobody. Et Christopher Lee et Peter Cushing à l'époque de la Hammer dans les années 60, c'est pareil, tu vois. C'était des mecs qui n'étaient pas forcément très connus, qui venaient plutôt du théâtre d'ailleurs dans mes souvenirs et qu'on a sorti là et qui sont devenus connus après. Genre là j'avoue je suis d'accord avec toi. Genre mettre un Jacob Elordi dans Frankenstein, c'est peut-être ça le problème quoi.
quoi. C'est qu'on voit trop l'acteur derrière le monstre. Peut-être, et... Ouais, et pour moi, le meilleur exemple de ça, c'était le Joker, en fait. C'est un moment où on a pris un personnage de super-héros dans une foultitude de films d'action et on a fait un vrai personnage dramatique. Et en fait, pour moi, si tu veux refaire un Dark Universe qui a un peu de sens, c'est ça qu'il faut faire en fait. Ils ont essayé de le faire. Même avec les méchants, c'est quoi, c'est la Warner ou je sais plus, qui ont essayé de faire un truc avec tout un univers autour des méchants Marvel. Ouais, c'est pour ça qu'on a eu l'horrible... Sony qui a fait ça. Oui, c'est Sony qui a fait ça. C'est pour ça qu'on a eu les Venom qui sont quand même pas bons. L'affreux truc de Jesse Chandor là. Je pense que je suis pas d'accord. Parce que justement, ceux-là sont traités comme des films de super-héros. Oui. Ce que je trouve intéressant avec le Joker, c'est que c'est pas traité comme un film de super-héros. Et c'est ça qui, pour moi, il faut faire avec L'Homme Invisible, avec le. Enfin, tu vois, c'est si tu veux faire un truc fais-en moi une bande de paumés qui ont tous une histoire tragique, et avec un peu comme ce que veut faire James Gunn, c'est-à-dire des films qui sont interconnectés, mais qui sont pas genre interdépendants les uns des autres, tu vois, genre. Et peut-être qu'il y a moyen que ce soit un peu intéressant. Et l'époque, il y a ça parce que c'est pareil pour les méchants Disney. On a eu Cruella. Enfin, bon. Voilà. Donc, est-ce que ces monstres nous font encore peur? Pas vraiment, mais on attend qu'ils soient réinventés pour nous faire peur de nouveau. Je voulais ajouter un petit truc dans les perspectives sur le futur de ce sujet-là, je pense. J'ai revu une vidéo Arte que je trouvais vachement intéressante de la série Beats, qui était à l'époque une série sur la pop culture, etc. En fait, ils évoquent un truc intéressant en parlant du golem, qui est donc la figure qui notamment a généré Frankenstein au départ, mais le golem de base vient de la spiritualité juive, d'une certaine croyance dans les mots, etc. Parce que le golem s'anime, il est sculpté d'argile et il s'anime quand on glisse des mots à l'intérieur de lui. Bon, voilà, je passe sur tout le passé de cette figure-là qui est pour le coup passionnante, mais c'est autre chose. En fait, ils évoquent dans la fin de la vidéo un peu les réincarnations et ils font un lien avec les robots. C'est-à-dire qu'en fait, notamment, ils rappellent le fait que le mot robot vient du tchèque et que les tchèques. En gros, c'est des juifs tchèques qui ont en fait généré ce terme et ce concept de robot. Donc, ils viennent clairement s'inspirer du mythe du golem, en tout cas c'est quelque chose qui gravite autour de ce côté-là. Et en fait le robot serait la continuation de ce mythe-là, en étant désincarné et en même temps doué d'une certaine forme de conscience mais qui n'est pas la nôtre. Enfin, je trouve que le fait d'aller vers, finalement les monstres aujourd'hui, on en parlait, c'est des choses qui nous font, je pense pour la plupart, qui n'ont pas de visage, elles peuvent pas être incarnées en tant que telles. Je pense qu'effectivement il y a un truc à creuser vers le côté en fait, est-ce que le vrai monstre du cinéma d'aujourd'hui il n'est pas pleinement désincarné, il n'est pas pleinement finalement technique et informatique, et ça rebouclerait vers ce qu'on disait sur les paniques morales autour de la science qui ont généralement historiquement généré des monstres de toutes sortes. Donc voilà, je trouve ça intéressant et je sais pas si c'est ça et je sais pas s'il y a des choses intéressantes à en dire d'un point de vue de cinéma et si des gens s'en empareront, mais le fait de faire le parallèle entre ces monstres là et les robots dans le futur, je trouvais ça intéressant. On va lui confier le Dark Universe, c'est bon, on a trouvé un showrunner. Et bien écoutez, n'hésitez pas en tout cas à réagir à ce focus et on passe tout de suite au reco de la perche. Perdons pas de temps à Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Et donc dans les recos de la perche, toi cette semaine, Manon, tu as vu On vous croit. Oui, j'ai vu On vous croit. Enfin, je l'ai pas vu cette semaine, mais j'ai vu On vous croit. Non, je l'ai pas vu. Ah bon. Qui est un huis clos en fait, qui se passe dans un tribunal et qui suit presque en temps réel en fait une audience entre un père et une mère. La mère accuse le père d'inceste sur ses enfants et les enfants accusent également le père d'inceste. Et donc la moitié du film, c'est cette audience qui est filmée. En plan séquence, et moi c'est vraiment, c'est un petit film entre guillemets, mais je trouve qu'il vaut vraiment pour la performance de l'actrice principale qui s'appelle, je l'ai noté, Myriam Akediu. Elle est peut-être belge, et en fait je crois qu'à la base c'est plutôt une comédienne de doublage, et vraiment la performance qu'elle livre dans ce film, c'est honnêtement une des plus grandes performances d'actrice que j'ai vu cette année, enfin voilà, dans la gestion de ses émotions, les expressions de cette mère qui est genre à la fois en colère, à la fois au bout du rouleau, à la fois, enfin c'est vraiment une immense actrice, et je trouve. Et elle est tout à fait belge. Elle est belge, ok, ben voilà. Mais parce que les réals, je crois que le film est belge et les réals sont belges. Et voilà, je trouve que c'est vraiment pour la performance de cette actrice, le film est quand même à voir. Et le film est tout à fait belge également. Charlie, toi, tu veux nous parler du retour de Vince Gilligan. On fera un débat sur Pluribus un peu plus tard quand les épisodes seront sortis. Tout cela est quand même très mystérieux pour l'instant. Rappelez qui est Vince Gilligan. Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et de Better Call Saul, qui avait travaillé sur X-Files à l'époque. Et d'ailleurs, c'est rigolo quand tu revois les épisodes de X-Files qui sont réalisés et écrits par lui, parce que c'est tout à fait évident. Il revient avec Pluribus. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Il n'y a qu'un épisode qui est sorti. Il y a deux épisodes qui sont sortis. Et en fait, c'est compliqué parce que je pense que
ce que je trouve jouissif dans cette série, c'est justement de ne pas savoir de quoi ça parle. Parce que le pitch, je le trouve assez étonnant. Et je trouve que c'est ce côté étonnant qui fait beaucoup de ce qui est intéressant. Je vais quand même un tout petit peu en parler parce que c'est notre job. En gros, il y a un... T'inquiète, personne n'est payé pour ça. En gros, on va dire qu'il y a une espèce de virus qui infuse l'humanité et qui la rend, on va dire, en paix avec elle-même, où tous les êtres de la Terre ne font qu'un, sont heureux, veulent le bien, ne tuent plus, ne massacrent plus, ne mangent plus d'animaux. Et il s'avère que notre héroïne est immunisée et que ce bonheur inconditionnel est en train de la rendre folle. Et c'est très très drôle à voir. C'est vraiment très très drôle. Franchement, Et c'est la comédienne d'ailleurs de Better Call Saul. Exactement. La performance de l'actrice, c'est incroyable. Ça m'a fait beaucoup penser à une autre série que j'avais beaucoup aimée, même si je ne l'ai pas du tout terminée, qui est Last Man on Earth. Donc, qui raconte l'histoire d'un gars qui visiblement est le seul qui a survécu à l'apocalypse et qui du coup décide de faire plein de conneries puisqu'il est tout seul sur Terre et qu'il peut faire absolument ce qu'il veut, sauf qu'au bout d'un moment ça va le lasser et quand il est au bord du suicide il se rend compte qu'il y a une autre personne sur Terre avec lui. Moi le pitch me fait penser à The Invention of Lying de Ricky Gervais, où justement c'est la seule personne qui arrive ou à la fin d'Evangélion quoi. mais je vois ce que tu veux dire, mais non. Non. Mieux peut-être. Mais je voulais citer le nom de la comédienne et le problème c'est que je sais pas comment prononcer son prénom. Ça s'écrit R-H-E-A. Rhea. Siorn. Mais non parce que je pense que dans The Invention of Lying il y a vraiment une espèce de satire un peu. Le film est pas extraordinaire d'ailleurs, c'est assez simple, mais là où vraiment il y a un truc. Mais c'est assez dur. Enfin, je sais pas vraiment où ils veulent. Je sais pas si ça va être bien ou pas en fait. Pour l'instant, j'aime bien. Même si je suis pas forcément moi Breaking Bad, j'ai jamais réussi à dépasser la saison 2 par exemple. Sors d'ici. Ouais, je sais. Sors d'ici. Et Yuri arrête de lui envoyer des cœurs. Mais donc je sais. En fait justement, ma question c'est est-ce que ça va être aussi bien que The Last Man on Earth, parce que Last Man on Earth c'était quand même vachement bien, c'est très drôle. Il y avait la comédienne qui jouait dans Gravity Falls. Ouais. Qui jouait dans Gravity Falls. Oui, qui doublait. Je suis complètement perdu là, surtout. Je comprends. Pardon. Rien. Mais du coup, en fait, je me demande si justement le fait que ce soit, qu'il y ait ce côté un peu sérieux, va pas plomber la série. Est-ce que justement la seule manière de prendre ce genre et d'en faire quelque chose de bien, c'est pas d'aller complètement dans l'humour? Vince Gilligan, c'est quand même quelqu'un qui mélange souvent les genres. Il y a quand même beaucoup d'humour. Mais écoute, de toute façon, on aura l'occasion d'en parler quand je pense qu'on fera un débat peut-être à mi-saison, quelque chose comme ça. Ouais. Ça sort un épisode par semaine parler. Encore, là ouais. Oh là là. Mais en tout cas, de la première semaine, il y en a 2 qui sont sortis. Bah oui, tu sais, Valentin, normalement, c'est le rythme des séries. Non, mais du coup, il se passe que c'est comme Severance. Moi, je vais pas commencer à regarder. Je vais attendre que tous les épisodes soient sortis parce que Severance, j'ai regardé au fur et à mesure et je comprenais plus rien chaque semaine. T'oublies entre chaque épisode. Oui. Ça en dit plus sur toi que sur le. Et laisse-moi tranquille. Et Manon, t'as une contre-reco aussi pour nous, la série I Love LA. Putain, ça me fend le cœur de dire que c'est une contre-reco. Après, je vais pas dire encore que c'est une contre-reco parce que du coup, pareil, ça sort. J'en ai vu que 2. Je crois qu'il y en a que 2 qui sont sortis. Parce que sur le papier, c'est quand même très Manon Core. Hein. Ah, c'est 100% Manon Core. Moi, je pense que j'attends cette série depuis 3 ans. C'est une série HBO créée par Rachel Zenott, qui est, je trouve, un peu la relève de l'humour. Qui est du coup notamment la personne qui était derrière, je vais dire une bêtise, derrière Shiva Baby. Elle jouait dans Shiva Baby, mais par contre, c'est pas la réal. Mais elle a une espèce de. Elle aussi. Elle jouait dans Bodies aussi, non? Oui, tout à fait. Elle a une espèce de cinématique univers, elle aussi, avec Ayo Edebiri, Molly Gordon. Enfin, c'est toutes ces jeunes femmes très talentueuses et elles jouent toutes dans les films des unes des autres, les machins. Enfin, bref, je les adore. Et donc, j'attendais énormément cette série qui se vendait un peu la relève de Sex and the City, Girls, les amitiés féminines, mais genre version 2025, donc Gen Z, tout ça. Et là, pour le moment, moi, je pense que je suis trop vieille pour ça. Je trouve qu'elle garde. Je suis pas sûre parce que, bon, toi, t'as 30 ans, mais je veux dire, Rita qui en a 25 aussi, a du mal aussi, donc non. Ouais. Il y a peut-être un. Mais paraît-il, de ce que j'ai lu un peu des critiques américaines, le pilote est considéré comme pas très réussi. Il faut un peu s'entêter. Mais pour le moment, voilà, tous les personnages sont absolument détestables. Donc en fait, tu peux te raccrocher à aucune branche, quoi. C'est un peu rude. Je trouve quand même qu'elle arrive à avoir son ton. Elle a quelque chose toujours de très cynique, un peu noir et tout. Et voilà, elle copie pas en fait Girls ni voilà tout ça. Elle arrive quand même à créer sa propre œuvre avec tous ces illustres aînés avant elle. Mais voilà, moi pour le moment, je trouve ça assez insupportable. Leur façon très Los Angeles de parler, elles accentuent tout. Oula, je mange mon micro. Voilà, je trouve que
que tout est un peu... elle pousse les potards de tout ça un peu très loin et c'est un peu insupportable à regarder pour le moment. Mais je pense que je vais Tu vas t'entêter, peut-être que tu reviendras dessus et que ce sera une reco dans quelques semaines. Mais pour le moment, j'espère. Contre-reco, on vous croit est à découvrir au cinéma. Pluribus, alors en France, c'est sur Canal du coup. Sur Apple. Ah non, sur Apple. C'est Apple, ouais. Complètement Apple, pardon. Sur Pluribus, c'est sur Apple et I Love LA. HBO. Cela dit, Apple est distribué sur Canal. Canal. Oui, voilà. Non, mais HBO aussi d'ailleurs. Du coup, Canal. Et c'est tout de suite l'heure de la carte blanche. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et Charlie, en carte blanche, aujourd'hui, tu vas nous parler de Nowhere de Greg Araki et répondre à une question. Pourquoi les plus mauvais films sont-ils toujours les meilleurs ? Et ouais, parce qu'en fait, l'autre jour, j'ai mon pote Flo qui est venu chez moi. Et comme il a 10 ans de moins que moi et que je pense qu'il n'a pas vu, je décide de lui montrer un des plus grands chefs-d'œuvre du ciné indépendant californien des années 90-2000, à savoir Nowhere de Greg Araki. Alors pour résumer Nowhere, c'est un teen movie ultra coloré où se mêlent étudiants en chaleur, en pleine découverte de leur sexualité et fin du monde menée par des reptiliens. Donc plutôt un programme sympa. Très Greg Araki. C'est vraiment un comfort movie pour moi, de la catégorie So Bad It's Good. Les dialogues sont nuls, l'esthétique est entre le clip musical et le mauvais porno. Bref, tout ça c'est cheap à mort. Et m'a frappé cette terrible question alors qu'un punk héroïnomane se faisait arracher son piercing au téton par une domina jouée par Chiara Mastroianni. Pourquoi pour nous les meilleurs films sont souvent les plus mauvais ? Alors, comme je vous disais, je regardais Nowhere, donc Dieu que j'aime ce film. Les personnages sont tous l'apex du cool des années 2000 et déambulent dans cet enfer magnifique qu'est la Californie, en quête de sentiments et de sensations. Un teen movie très très sentimental, mais sans pour autant être cucu, soutenu par une bande-son rock, trip-hop très caractéristique de l'époque. Dernier de la trilogie... qu'il a fait à cette époque-là. En gros, si Totally Fucked Up c'est son film homo et que Doom Generation c'est son film hétéro, et bah même s'il n'y a pas d'écran titre au début, on peut comprendre que c'est un film pansexuel. C'est-à-dire qu'ici la sexualité c'est une non-question. Tout le monde peut potentiellement coucher avec tout le monde sans que ce soit un sujet. On évolue dans une vidéo MTV où la question du genre et de l'orientation sexuelle a été réglée depuis longtemps, où le sexe alternatif est toujours fun et ludique, jamais salace et glauque. En général, à l'écran, les personnages avec une sexualité aussi débridée ont deux destins possibles. Soit ils se rangent et deviennent adultes, chiants et normés, soit ils deviennent des enfoirés de prédateurs sexuels rôdant dans les pires crack-house. Pas chez Araki. Chez Araki, on peut grandir et garder son âme d'enfant, devenir des Peter Pan du cul. Ce film, Nowhere, sera le moule pour 3 autres de ses projets suivants. Donc on a un pilote pour MTV qui s'appelle This Is How the World Ends, qui ne verra jamais on verra le pilote mais il sortira jamais. Kaboom qu'on ne présente plus. Et plus récemment, Now Apocalypse sur Starzy que je vous recommande chaudement, même s'il n'y a eu qu'une seule saison malheureusement. Sniff sniff. Donc 3 autres projets qui font rimer Kamasutra et Armageddon. Toujours une fin du monde absurde, non pas pour punir les déviances sexuelles, mais parce que j'ai l'impression que ça fait rire Greg Araki de tuer tous ces personnages sans raison, comme une manière de dire baiser, on s'en fout, amusez-vous, on va tous mourir anyway. Et en fait, je me suis rendu compte que ça correspondait pas à ce que j'ai appris du cinéma. C'est-à-dire que tout au long de ma scolarité estudiantine, on m'a appris ce que c'était le cinéma avec un grand C. J'ai fait une licence à Paris 1, puis j'ai étudié le scénario à feu, les codes de la cité, et j'ai appris qu'un film, c'est pas juste sortir sa caméra, filmer une histoire, non. Un film, ça a des règles, des plans, un montage, un cadrage, une diégèse, un rythme, tout est réfléchi, tout est calculé, et année après année, j'ai appris comment Eisenstein, Méliès, Renoir, Coppola, Antonioni, Jean Bigot ou encore Hitchcock l'avaient construit, nourri, révolutionné. En apprenant ce qui fait un bon film, j'ai aussi appris ce qui faisait les mauvais. Un film, c'est pas un clip musical. Un film, c'est pas juste du théâtre filmé. On peut pas faire ce qu'on veut avec la voix off à tout bout de champ. Les dialogues, c'est pas du parler quotidien, faut que ce soit bien construit. Bref, peu à peu, je me suis rendu compte que la plupart de mes films préférés, c'est pas des bons films. Que ce soit Charlie's Angels 2, Nowhere ou encore Mélanie Laurent qui se la pète compile 24 heures, tout ça n'aura jamais de palme d'or. Et à cause de cette idée qu'on m'a mise dans la tête, j'ai été assez perdu au sortir de mes études. Parce que avoir des bonnes notes, c'est bien, mais créer, c'est avant tout trouver son style. Quand tu regardes un Picasso, agresseur sexuel, t'as pas besoin de voir ta signature en bas à droite pour savoir que c'en est un. Ce qui fait un artiste, c'est son imperfection, c'est son jeu avec la contrainte, son non-respect des règles. Et avec Nowhere, je suis devenu mon propre professeur. J'ai commencé à me poser la question de pourquoi j'aimais ces films que tout le monde trouve que c'est trop de la merde, qu'il n'y a qu'une étoile dans ta revue ciné préférée.
J'ai peu à peu quitté cette vision académique bien occidentale de ce que c'était le bon et le beau, et j'ai commencé à porter un regard beaucoup plus charliste sur le cinéma. Un film doit pas être un clip musical, c'est peut-être vrai en France, mais les Américains ils s'en battent avec la oie. J'ai des scènes en tête qui me sont inspirées par un son, faut que j'assume. Les dialogues ressemblent plus à une pub pour Miel Pops qu'à une pépite du cinéma scandinave. En vrai, ça m'a toujours fait chier le cinéma scandinave. Les décors à 2 francs me rappellent les séries Disney Channel de mon enfance. Le rêve. On s'en fout parce que tout ça, à un moment, ça a réussi à me faire ressentir une émotion. Et même si ça n'a pas été produit de manière noble, cette émotion, ça reste du cinéma. Ça reste le cinéma qui m'a donné envie d'en faire quand j'en connaissais pas encore les règles. Et c'est ça qui est beau. C'est que, comme les règles, je les connais par cœur maintenant, je sais comment rendre un mauvais film bon. Je connais assez l'équilibre entre pop et académique qu'il doit y avoir pour que ça marche. Même si je veux faire un film qui sera conspué par la critique et laminé par Télérama, je sais comment le faire de manière à ce que, dans 10 ans, un autre ado geekos fan de jeux vidéo un peu débile se dise « Tiens, moi aussi, j'ai envie de faire des films ». Et on souhaite à tout le monde effectivement d'avoir des petites révélations, épiphanies en voyant ce type de film. Et tu sais qu'il y a un point commun entre Nao Apocalypse et Teen Wolf, qui est que dedans il y a Taylor posé 2 fois. Et bonne semaine à tous. N'hésitez pas à réagir, et on vous le dit à chaque fois, à nous mettre des pouces, des étoiles, etc. parce que ça nous aide à exister. Et on se dit à la semaine prochaine.